Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et en sa compagnie, on va parler du retour au jeu. Oui, il semblerait que Davis Alexander va effectuer son retour au jeu finalement vendredi contre les Stampeders. Et bien sûr, on va faire un tour d'horizon de la semaine 4 de la NFL. Oui, déjà la quatrième semaine d'activité. Marc-André va y aller de ses recommandations en termes de fantasy football. Quel joueur vous devriez avoir au sein de votre formation partante ou quel autre joueur devrait être cloué au banc. Alors, on commence cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Guillaume, par la musique. Marc-André, d'entrée de jeu, on va y aller là, on va frapper fort. On va y aller de nos réactions excessives du côté de la NFL avant de parler des Alouettes à la suite de la troisième semaine d'activité. Moi, j'ai commencé avec les Falcons d'Atlanta. Ah Qui ont non, on perdu va être pareil. 30... Ah, c'est ça, toi aussi. Ta On réaction aurait dû se excessive. parler. Vas-y. Oui, c'est ça. Mais comment on peut perdre 30-0 contre les Panthers de la Caroline? 30-0. Déjà, être victime d'un jeu blanc, c'est difficile au football professionnel, dans la NFL. Mais là, en plus de ça, Marc-André, historiquement, la défense des Panthers, c'était une des pires en 2024 de l'histoire de la NFL. Elle a été pitoyable lors des 2 premières semaines d'activité. Là, Atlanta a été incapable d'inscrire un point. Ma réaction excessive, c'est qu'il va y avoir un ménage à la fin de la saison à Atlanta. C'est épouvantable, cette performance-là qu'on a eue. Puis même Kirk Cousins a obtenu du temps de jeu à la fin de la rencontre. Ça va vraiment pas bien du côté des Falcons. Alors, c'est ça ma réaction excessive. Il va y avoir un ménage, le DG, l'entraîneur-chef Ryan Morris, tout le monde dehors à la fin de l'année. Tu peux pas perdre 30-0 contre les Panthers de la Caroline et Bryce Young. Ça n'a aucun bon sens. C'est incroyable. J'en revenais pas. Moi, ma réaction excessive, c'est un autre angle. Moi, je dis que Kirk Cousins devrait redevenir le quart partant des Falcons pour la fin de la saison parce qu'on est en train de l'échapper là, à Atlanta. Michael Penix Jr., 18 en 36, 178 verges, 2 interceptions lors du dernier match. Pas mêlant, il a complété 58% de ses passes depuis le début de la saison. C'est vraiment pitoyable. En fait, en 8 matchs, en 6 départs dans la NFL, 58% de passes complétées, 75 de codes d'efficacité à la position de carrière. Le seul l'année dernière, sous 79 de codes d'efficacité, c'était Anthony Richardson. C'est pour vous dire à quel point Michael Penix, il est mauvais. 605 verges depuis le début de la saison et un seul touché en 3 matchs. L'attaque est ligotée et liée par les performances de Michael Penix. J'ai Drake London dans mon pool. Il est dans une prison en ce moment. London, prison, dans la prison de Londres. Appelez ça comme vous voulez. Mais Drake London, sérieusement, il est ligoté en ce moment. J'espère qu'on va pouvoir le libérer. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Falcons, parce que Michael Penix, en ce moment, ne livre pas la marchandise. Alors moi, je ne penserais jamais dire ça dans la vie, là, mais je milite pour un retour de Kirk Cousins à la barre des Falcons d'Atlanta. Je me souviens, cet été, tu nous avais dit que Michael Penix avait complété moins de 60% de ses passes l'année dernière, lors de ses 3 départs. Puis là, ça se poursuit cette année. Mais Penix joue pas en défense en plus. Comment tu peux accorder 30 points aux Panthers à Caroline, Marc-André? J'en reviens pas. C'est vraiment incroyable. Bref, on va faire notre tour d'horizon de la semaine 4 de la NFL un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va parler des Alouettes de Montréal puisque mardi, Davis Alexander a pris part à la séance d'entraînement. J'y étais. Il a pris la grande majorité au sein de l'attaque partante. Enfin, il a pris toutes les répétitions au sein de l'attaque partante. Et Jason Maas nous a dit après l'entraînement que si Alexander ne se blesse pas au cours de la semaine, la seule chose qui va faire en sorte qu'Alexander n'affrontera pas les Stampeders, bref, c'est s'il aggrave cette blessure durant la semaine d'entraînement. Alors, Alexander devrait être à son poste. Finalement, Marc-André, il va avoir raté 8 matchs. 8 matchs, on se souviendra qu'on l'avait bien sûr placé sur la liste des blessés pour 6 matchs, après qu'il se soit blessé à nouveau aux ischio-jambiers contre les Argonauts de Toronto. Ça se passait le 17 juillet. Imagine-toi, le 17 juillet, là, on est rendu quoi, le 24 septembre. Alors, finalement, il semble qu'il va revenir au jeu. Pour ceux qui se demandaient là, dans les commentaires comment se comportait ma mère, je pense qu'elle est emballée là, par cette nouvelle-là de revoir Davis Alexander au poste de quart parce qu'elle n'était J'ai vraiment plus pensé à ta capable de mère. mettre...
J'ai pensé à ta mère, Marc-André, quand j'étais sur les lignes de côté au Bimofil vendredi soir. J'ai dit, waouh, elle peut pas aimer qu'est-ce qu'elle voit présentement. Écoute, Bethel Thompson a été atroce. 3 interceptions en Ouais. première demi. Donc, j'ai une pensée pour ta maman. France, on la salue si elle nous écoute, mais je pense pas, là, les podcasts Oui. encore, là, c'est pas facile. Bref, ça pour dire que Didier, oui, avec le retour d'Alexander, est-ce que justement l'attaque des Alouettes va retrouver un peu plus de mordant parce que, mis à part avoir exploité 2 demi de coins réservistes des Rough Riders de Saskatchewan, ça a vraiment pas été facile là, pour l'attaque des Alouettes récemment. C'est sûr que ça va être mieux, Marc-André. Ça peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire quand même. Là, on l'a vu avec Bethel Thompson, tu viens de dire à quel point ça a été laborieux, les mauvaises décisions qu'il prenait. Ça s'est poursuivi à Toronto vendredi dernier. Mais avant de regarder vers l'avant, euh, j'ai trouvé intéressant que ce que Davis Alexander a dit après l'entraînement de mardi. Je ne sais pas si tu as entendu ses propos. Ben, je sais que tu les as entendus, là. Tu travailles sur le 5 à 7. Donc, ben, en tout cas, peut-être que tu m'écoutes pas quand je fais mes interventions au 5 à 7. Ben, je ne sais pas quand tu es dans la régie. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant, Marc-André? C'est qu'il a dit que premièrement, il a dit qu'il s'est empressé à revenir au jeu. OK? Au cours de l'été, lorsqu'il avait subi sa première élongation musculaire aux ischio-jambiers. Mais en plus de ça, c'est qu'il n'avait pas testé adéquatement ses ischio-jambiers avant de revenir au jeu. Il n'avait jamais fait de sprint, il n'avait jamais couru à pleine vitesse afin de voir si ses ischio-jambiers allaient tenir le coup. Puis ça, si on compare ça à ce qu'on a fait vendredi avant la rencontre à Toronto, sous l'œil attentif de Danny Machocha et un des thérapeutes du sport des Alouettes, Davis Alexander a fait au moins là, 3-4 sprints de 40 verges à pleine vitesse. Il a fait d'autres exercices en plus de lancer des passes. Donc, on a vraiment mis à l'épreuve ses ischio-jambiers. J'ai trouvé ça dangereux parce que je me disais, ouf, on fait quoi là s'il subit un claquage? S'il aggrave sa blessure là, avant la rencontre. Mais peu importe, il a passé les tests et puis c'est à la suite de ça que finalement, il a obtenu le feu vert des médecins. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'il a dit que il n'avait pas testé adéquatement ses ischio-jambiers avant de revenir au jeu et qu'il s'est empressé de revenir au jeu. Alors, on comprend pourquoi Danny Machocha voulait vraiment prendre aucune chance et que finalement, Alexander a raté 8 matchs plutôt que 6. Mais même Alexander, je lui ai posé la question, s'il trouvait qu'il était prêt à revenir au jeu après son séjour de 6 matchs, il a dit non. Il dit il y a 2 semaines, il se sentait pas prêt, mais là, il se sent prêt. Il a obtenu le feu vert des médecins. Alors, ça va être aux Alouettes maintenant de terminer la saison régulière en force parce que, comme Pierre-Olivier Lestage me le disait, là, les Alouettes sont en santé, là, surtout quand tu les compares aux autres formations à travers la Ligue. Alors, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Alouettes dans le dernier droit du calendrier régulier, puisqu'il ne reste plus que 4 rencontres là, déjà. Si son retour était précipité, Didier, j'ai de la misère j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas quelqu'un. Tu sais, c'est une décision avec un personnel médical, avec l'état-major. Mhm. Euh, Comment qu'on a pu avoir un manquement à ce niveau-là la première fois? Puis je me souviens même de Cody Fajardo, là. Il était revenu, me semble, au jeu l'année dernière, là, puis il boitait quasiment sur le terrain. Ça n'a pas été facile au début. Je ne sais pas à quel point. euh, je sais qu'un joueur veut toujours jouer, là. C'est un classique. Ouais. Mais de là à précipiter un retour quand c'est en plus l'élément le plus important de ton attaque, voire de ton équipe, ben, je pense qu'il faut redoubler de précautions. Puis je pense que les Alouettes l'ont bien fait la deuxième fois, mais au début, on aurait pu peut-être avoir Alexander peut-être 2, 3 semaines plus tôt, là, si on avait vraiment été. Si on avait peut-être mieux géré la situation au départ. Ben, il faut remonter au camp d'entraînement. Hein. La première fois qu'il s'est blessé, Ouais, c'est c'était lors vrai. du camp d'entraînement. Tu sais, il avait raté quelques entraînements, puis Jason Moss avait dit non, non, il y a pas de raison de s'inquiéter, on lui donne juste un repos. Puis là, c'est par la suite qu'on a appris ben, que c'est là qu'il s'est blessé initialement. Là, tu parles du mois de mai, là. Tu sais, puis on est rendu à la Mhm. fin du mois de septembre. Donc, je pense qu'une leçon a été apprise au sein de l'organisation des Alouettes. Là. Comme je viens de le dire, on a pris notre temps cette fois-ci afin de s'assurer que si jamais il se blesse à nouveau, ben, au moins, on va être convaincu qu'on a tout fait, là. Tu sais, pour pas qu'il se blesse à nouveau. Regarde, les Alouettes vont participer aux éliminatoires. Là. Ils ne sont pas encore mathématiquement assurés de participer aux éliminatoires, mais ils le sont là pratiquement. Euh,
au moins si la leçon a été apprise au sein de l'organisation des Alouettes, pas juste pour Alexander, mais pour les autres joueurs, parce qu'il y en a eu plusieurs blessés au cours de l'année. Regarde, c'est tout ce qui compte qu'au moins qu'on ait appris notre leçon. Mais peut-être que durant la saison morte, il va y avoir peut-être, je sais pas, des changements au sein du groupe de support, au sein de l'équipe médicale, mais on va devoir s'asseoir, comme on le fait après toutes les saisons, et tout Mhm. évaluer au sein de l'organisation. La ligne à l'attaque a connu une soirée, disons, ordinaire, mitigée, face aux Argonauts de Mhm. Toronto lors du dernier match. Et c'est Jamar McCluster qui, je ne sais pas s'il est cop pour le groupe, mais qui va être cloué au banc lors du prochain match. Il faut dire qu'il a écopé d'une pénalité qui aurait pu être coûteuse en fin de match. Donc, on va le laisser de côté au profit de Tiger Shanks, le premier choix du dernier repêchage pour les Alouettes. Ce qui nous amène à, on a remplacé un Canadien également, un Américain par un Canadien, donc ça va permettre à Cole Speaker de réintégrer la formation aussi. Ça ne peut pas nuire, ça non plus, à l'attaque des Alouettes. Ouais, c'est bien possible. J'ai hâte de voir si effectivement Speaker sera de retour au sein de la formation partante. Mais dans le cas de McGlasser, Marc-André, il connaissait pas une bonne saison, là. Il connaissait vraiment pas une bonne saison. Puis, lors des dernières semaines, ça devenait vraiment laborieux dans son cas. Puis, tu as mentionné la pénalité qu'il a écopée, une conduite antisportive pour des propos qu'il a tenus envers un joueur des Argonauts de Toronto, pénalité de 15 verges. Puis, Jason Maas, lorsqu'il s'était adressé aux médias après l'entraînement de mardi, il n'a pas caché que ça a joué un rôle très important. En fait, ça a été le facteur qui a fait en sorte qu'il a décidé de le retirer de la formation partante, jumelé à ses contre-performances à la position de bloqueur à droite. Maas était vraiment pas content, puis il a dit qu'il espère que c'est la dernière fois de la saison qu'un de ses joueurs écope de ce genre de pénalité. Parce que tu l'as dit, ça aurait pu facilement coûter la rencontre aux Alouettes. Et même lorsque McLaughlin est retourné sur les lignes de côté, il y avait plusieurs joueurs qui l'engueulaient. Puis j'ai même entendu un des joueurs lui dire que c'était égoïste, qu'est-ce qu'il venait de faire, que c'était selfish. Alors ça n'a pas plu à plusieurs personnes là, au sein des Alouettes. Puis en plus, comme je viens de le dire, il jouait mal. Donc on va pouvoir voir Tiger Shanks. Tiger Shanks avait connu un bon camp d'entraînement. Tu t'en souviens, on l'a encensé. Alors il semble qu'il va effectuer le premier départ de sa carrière. Alors ça va être à surveiller la position bloquée à droite, surtout que Alexander va revenir au jeu. La protection en général des Alouettes. Il y a eu des matchs où ça a vraiment laissé à désirer, tu l'as dit. Toronto, toutefois, il faut dire que Toronto, malgré le fait qu'on connaît une saison difficile, les Argos sont parmi les meneurs de la Ligue canadienne en termes de sacs du quart. On est en Mhm. mesure de presser les carrières adverses, puis on l'a vu vendredi soir. Là. On a fait la vie dure à Bethel Thompson, mais Marc-André, pourquoi on n'a pas couru plus avec le ballon du Ah. côté des Alouettes? Mhm. Ça fait Mhm. combien de fois qu'on dit ça? T'sais, sérieusement? Stevie Scott a gagné 125 verges au sol en Saskatchewan. Mais Tal Thompson était horrible. Victime de 3 interceptions en première demi, mais sa dernière, la troisième avant la mi-temps, rendu là, je ne sais pas pourquoi on passait le ballon. On avait l'avance du côté des Alouettes, protège l'avance, court avec le ballon, écoule le temps, retourne dans le vestiaire avec l'avance. Ça aurait pu coûter le match. Ça c'est Jason Moss, encore une fois, avec sa sélection de jeu. Puis on en a parlé la semaine dernière. Un gars comme Stevie Scott, on dirait que des fois, ça prend quelques courses, tu sais, trouver son rythme. Encore là, quoi, 13 courses, Mhm. 54 verges lors du dernier match. Je ne sais pas. Plus bas que 15 courses, là, je trouve que, tu sais, 15 courses pour moi, c'est peu dans la Ligue canadienne. On a également un manque d'opportunistes. Didier, là, on était à la ligne de 2 à un moment au troisième quart, là, puis on s'est contenté d'un Ah, placement du côté des Alouettes. Ça a été vraiment une séquence qui a fini de façon un peu laborieuse. Donc, manque d'opportunisme, pas d'équilibre. Vraiment, on a été chanceux vraiment d'affronter le troisième quart là, des Argonauts la semaine dernière. Ah oui, tu as tellement raison, Marc-André. Puis, deux choses à propos de Jason Mass. Il n'est pas patient avec le jeu au sol. Parce qu'on a Non. essayé de courir au début de la rencontre, puis là, bon, ça n'a pas vraiment marché. Mais le jeu au sol, tu dois être patient. Tu sais, puis éventuellement, ça va déboucher. Lundi soir, lors de la rencontre entre les Ravens et les Lions de Détroit, lors des 2 premières séquences des Lions, le jeu au sol n'a pas fonctionné, du moins durant la première séquence. Oui, on a inscrit un touché, mais ça s'est fait par la passe. Puis après ça, même durant la deuxième séquence, ça ne marchait pas. Mais on n'a pas abandonné. Puis après ça, ça a débloqué avec Montgomery Gibbs. Tu dois être patient avec le jeu au sol. Puis Jason Maas, il y a des matchs où il est très impatient. Il va courir 3, 4 fois, ça ne fonctionne pas. Puis là, il abandonne ça complètement. Davis Alexander risque d'être rouillé vendredi. Il faut l'aider, faut l'épauler avec le jeu au sol. Puis en plus de ça, Scott, avec son style, tu sais, il est gros, il est robuste.
si tu es patient avec lui, à un moment donné, du côté de la défense adverse, là, ça devient moins intéressant là, de le plaquer, surtout quand tu es rendu en deuxième demi. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir contre les Stampeders si finalement on va être patient. Puis si on va essayer d'épauler notre carrière qui n'a pas joué depuis 9 semaines, là, si ça inclut la semaine de congé. Donc, on doit utiliser Stevie Scott plus, hein. Même si Davis Alexander revient au jeu, j'espère que Jason Maas, Marc-André, ne va pas s'emporter et se mettre à sélectionner des jeux de passe à outrance. Il reste 4 matchs dédiés à la saison des Alouettes. On en a parlé tout d'abord vendredi à 19h. Les Stampeders vont affronter les Alouettes au stade Percival Molson. Ensuite, on aura un match, une série aller-retour contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Et on va conclure également la saison contre les Blue Bombers de Winnipeg. Mais pour revenir au match de vendredi, Didier, qu'est-ce que tu as surveillé dans ce match-là, mis à part évidemment le retour de Davis Alexander? Oui, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que les Alouettes ont dû se contenter d'un botté de précision alors qu'ils avaient commencé une possession à la ligne de 2 des Argonautes. J'en avais parlé à Jason Maas lorsque je l'ai interviewé après la rencontre. Puis il a pris le blâme pour ça. Il a dit, écoute, c'est simple, mot à mot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai été trop cute avec ma sélection de jeu. Donc il a reconnu, il a dit, écoute, on est une des meilleures équipes de la Ligue canadienne avec la faux-filade du quart. Il dit, j'aurais simplement dû utiliser la faux-filade du quart. Puis à ce moment-là, c'était Shea Patterson qui venait de réussir une faufilade du quart pour donner le premier essai aux Alouettes. Là, après ça, on a tenté une passe avec lui. Écoute, donc au moins Jason Maas, ça c'est quelque chose que j'apprécie de la part de l'entraîneur-chef des Alouettes. Il a pas peur de prendre le blâme par moment pour ses décisions. Alors oui, bon, pour répondre à la question, qu'est-ce qui va être à surveiller face aux Saint-Péders? Naturellement, le retour au jeu de Davis Alexander, on s'entend là-dessus. Mais du côté des Stamps, Marc-André, Vernon Adams n'a pas terminé la rencontre la semaine dernière contre les Lions de la Colombie-Britannique. On a mangé une volée, OK, à Ouais, Calgary, à domicile. On a accordé une cinquantaine de points à Nathan Rook et aux Lions. La défense des Stampeders, qui 527 était verges dominante en... d'attaque, les Lions. Hey, ça n'a pas de bon sens. 5 Ça n'a pas de bon sens. La 527. défense de... C'est énorme. Ouais. Hey, la défense des Stamps, qui était tellement solide durant l'été, tu sais, tu vois commencer la saison de la Ligue canadienne. Ouais. La saison est tellement longue, souvent les équipes changent rendu au mois de septembre. Puis là, on va dans la mauvaise direction du côté de Calgary. Donc, la défense qui en arrache. En plus de ça, Vernon Adams n'a pas terminé la rencontre. Il a été victime d'une commotion cérébrale. J'ai regardé le rapport des blessures des Stampeders. Il a été limité lors de l'entraînement de mardi. Et en plus de ça, PJ Walker, le carrière numéro 2, celui qui a fini la rencontre, il est blessé à une épaule. Alors, il ne s'est pas Mhm. entraîné mardi. Donc, les Alouettes pourraient, pour un deuxième match consécutif, affronter un carrière numéro 3. Alors, pas d'excuses encore une fois, comme j'avais dit la semaine dernière avant le match à Toronto, tu affrontes le carrière numéro 3, tu es supposé gagner ce match-là. Surtout que là, les Alouettes vont avoir leur carrière numéro 1. Alors, c'est ce que je vais surveiller durant la rencontre. Premièrement, qui sera le carrière des Stampeders? Puis, ben ça, la performance de Davis Alexander, bien sûr, c'est tellement longtemps qu'on a hâte de le revoir en action. Donc, je le rappelle, vendredi à 19h, c'est sur les ondes de RDS évidemment. Stampeders contre Alouette, un match à ne pas rater. Didier, tu veux bien, on va parler maintenant des Mhm. règles, des nouveaux règlements dans la Ligue canadienne de football. Ça a vraiment été une nouvelle qui a fait jaser au cours des derniers jours. Une nouvelle peut-être controversée pour certains. Nathan Rourke a parlé de ces nouveaux règlements comme étant de la poubelle, à mettre à la poubelle. Donc, j'ai hâte de voir ce que le monde en pense. Mais vraiment, c'est des changements quand même important qu'on va apporter au jeu. On a un tableau pour ceux qui nous regardent via YouTube ou pour la version vidéo des changements. Premièrement, en 2026, on va modifier le simple, le fameux rouge en anglais. Il sera plus maintenant Oui. plus possible d'obtenir un simple sur un botté raté, que ce soit un placement ou un botté de dégagement qu'on ne peut retourner. Il faut vraiment, il y aura un jeu. Là. On va pouvoir toujours obtenir un simple, mais va falloir avoir un jeu dans la zone de début. Il va falloir que le retourneur soit plaqué dans la zone de début. L'horloge de jeu automatique, ça, je pense qu'on était archaïque du côté de la Ligue canadienne, ça va être bien. L'emplacement des bancs, on va en reparler tantôt, Didier, ça peut peut-être poser problème au stade Percival Molson. Et en 2027, bon, l'emplacement des poteaux, la zone début raccourcie, le terrain raccourci également. Donc, vraiment, c'est une initiative, vraiment, on voit une diminution de l'intérêt des partisans envers la Ligue canadienne de football et surtout une baisse notable des assistances à travers la Ligue. Qu'est-ce que tu as pensé de ces changements-là, Didier? Il faut dire que les joueurs n'ont pas été consultés. C'est ça qui a soulevé l'ire un peu des joueurs de la Ligue canadienne.
Ouais, mais pour moi, le problème de la Ligue canadienne, ça n'a jamais été le produit sur le terrain. Ça n'a jamais été les matchs, ça n'a jamais été le spectacle. Parce que toutes les semaines, il y a des matchs enlevants, il y a des bons matchs, il y a des rencontres qui sont moins bonnes que d'autres, mais c'est le cas aussi du côté de la NFL. La seule chose, c'est du côté de la NFL, un dimanche à 13h, il y a tellement de matchs en même temps. Si écoute une rencontre puis elle est ennuyante, ben, tu changes pas, tu te mets en regarder une autre où il y a le NFL, le Red Zone en plus. Mais pour moi, le problème de la Ligue canadienne, ça n'a jamais été le produit sur le terrain. Là. Ça, je veux mettre ça au clair. Pour ce qui est des nouveaux règlements, il y en a un, je pense, qui fait l'unanimité, qui est apprécié, c'est le poteau début, là, qui va être reculé. Là, Ouais. parce que, tu sais, des fois, tu vois des demi-défensifs qui entrent en collision avec le poteau début quand ils tentaient de couvrir un receveur de passe. Ou des fois, tu vois des passes. Ça allait être des passes de toucher, puis là, le ballon frappe un poteau. Donc, pour une question de sécurité des joueurs, il fallait reculer le poteau au début. Mais là, le terrain de 110 verges va devenir un terrain de 100 verges seulement. On va garder la largeur de 65 verges. Moi, je me demande si éventuellement on ne veut pas faire le changement là, à 4 essais. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a environ 2-3 ans de ça. C'était sorti dans les médias que la Ligue canadienne étudiait la possibilité d'adopter 4 essais. Puis je me souviens, lors d'une semaine de la Coupe Grey, j'avais entendu cette rumeur-là. Là, une fois ça a été rendu public, il y a eu une fuite. Là, la réaction a tellement été forte qu'on s'est éloigné de ça. Mais on va juste garder ça en tête. Si éventuellement on ne va pas vouloir tenter là, de changer ça du football à 4 essais. Puis là, tu as parlé des bancs. Ben ça, c'est une bonne chose parce que c'est dans les stades dans l'Est, à Montréal, à Toronto notamment, les deux bancs sont du même côté. Alors ça, tu sais, ça rend ça compliqué parce que si tu as une possession à une verge de la zone début, mais là, le banc, ça commence à être loin. Là, si ton banc est de l'autre côté, alors là, les bancs vont être chacun de chaque côté, au milieu du terrain, comme il se doit. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça pour dire, c'est pas tous les changements qui sont négatifs. Moi, où est-ce que j'ai des craintes, puis je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi, c'est que là, à la fin le chronomètre entre les jeux va être de 35 secondes. OK, habituellement, présentement, il est de 20 secondes. Là, il faut dire que tous ces règlements-là, ça va être lors des saisons 2026 et de la saison 2027 qui vont être instaurés. Mais une chose qui est particulière à la Ligue canadienne et qui est vraiment excitant, c'est les dernières 3 minutes à la fin d'un match. OK? Tout peut arriver. On sait, étant donné que le chronomètre arrête après chaque match, mais là, ça ne sera plus le cas avec le chronomètre de jeu de 35 secondes. Là, est-ce qu'on va perdre les fins de rencontre excitantes? Des fois, quand des équipes perdent par 2 possessions, ou même plus, avec 3 minutes à jouer, puis elles sont en mesure de revenir, puis là, on a des fins de rencontre spectaculaires. Est-ce qu'on va perdre ça? Et ça, c'est une des questions que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, c'est vraiment une des questions que j'ai. Moi, je pense qu'il y a du pour et du contre pour chaque règlement qu'on veut instaurer. Tu parlais des poteaux pour la sécurité, je suis d'accord, c'est un peu idiot d'avoir mis un Il y a poteau juste en du plein pour milieu pour de les la zone poteaux, je début. pense. Non, il y a quand même du contre, je trouve, dans le sens, Ah et oui? c'est un article que j'ai lu de Herb Zurkowski qui disait que, tu sais, un botteur comme Sean White a exprimé son mécontentement en disant si on recule les poteaux comme la NFL à la fin de la zone Ah, début, à l'arrière, ça va permettre potentiellement moins de bottées de précision parce que le botté de précision va être plus loin. Donc, on voit vraiment la j'avais tendance pas dans la pensé à NFL ça. d'y aller en quatrième et deux et trois plus régulièrement, et les équipes de plus en plus font ça, ben, ça pourrait permettre aux batteurs justement d'avoir moins de placements et de pouvoir aux équipes d'aller plus en quatrième essai. Excusez. J'ai un chant dans la gorge. Oui, donc c'est ça. Donc, il y a quand même du pour et du contre dans tous ces règlements-là, je trouve. Puis pour les 3 minutes, oui, peut-être que ça va être moins excitant, mais en revanche, Davis Alexander disait hier justement que lui, le chronomètre de temps de 35 secondes, ça lui plaisait beaucoup. Là. Non, fait que c'est ça, c'est vraiment mitigé, l'avis des joueurs. Tu sais, concernant là, ces nouveaux règlements, mais j'avais pas pensé à ça pour les batteurs. Puis en plus, Sean White, il n'y a pas une jambe puissante, hein. Donc lui, il va être désavantagé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on veut voir plus de points être marqués, plus de toucher. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on est allé de ces changements de règlement-là. Puis on veut que, du côté du commissaire, lui, il trouve que la durée de certaines rencontres est trop longue. Mais moi, je trouve pas, comparativement à la NFL. Il y a des matchs de la NFL qui durent plus longtemps. Ça se ressemble à ce niveau-là. Donc, je sais pas. Tu sais, c'est difficile vraiment. On va devoir attendre. On va devoir attendre pour voir. Parce que, tu sais, dès qu'il y a des changements, des nouveaux règlements,
le réflexe, c'est de dire, ah, c'est pas bon, on est contre ça. Ouais. On va devoir attendre la saison prochaine avant de voir ça. Les gens sont toujours résistants au changement, c'est un peu dans la nature humaine, tout ça. Mais au niveau du football amateur, Marc-André, et au niveau des stades de la Ligue canadienne, il y a un problème. Parce que, on va prendre les Alouettes. Les Alouettes jouent dans le Exact. stade de l'Université McGill. Ouais, c'est Les ça. Alouettes ne sont pas Exact. propriétaires de ce stade-là. Qui va payer pour faire tous ces changements-là? Puis là, tu parles de réduire les dimensions du terrain. Ça veut dire que tu vas devoir peinturer des nouvelles lignes sur le terrain, reculer le poteau début. Qui va payer pour ça? C'est pas l'Université McGill de payer pour ça. Parce que les règlements ne vont pas changer au niveau du football universitaire, à moins qu'il y ait une annonce qui sera faite durant la saison Ouais, morte. moi, je m'attends à ce Mais que. qui va payer pour ça? Tu sais, puis il n'y a pas juste à Upper Sault Molson. Le stade est partagé à Winnipeg, à l'Université du Manitoba qui joue dans le stade des Blue Bombers. L'Université de Regina joue dans le stade des Rough Riders également. À Calgary, les Dinos jouent dans le stade des St. Peters. Tu sais, il y a tout ça aussi. Puis j'ai posé la question à Danny Machocha. Puis après l'entraînement, durant l'entraînement de mardi, puis, il n'y avait pas vraiment de réponse. Premièrement, c'est pas à lui de répondre à cette question, c'est à la Ligue. Donc, tu sais, est-ce que ça a réellement été pensé? Moi, je pense que les gouverneurs ont juste pensé à eux. Mais en tout cas, il y a un impact à plusieurs niveaux à la suite de ces nouveaux règlements. Moi, je pense que ça va être une question qu'on va débattre dans le réseau universitaire canadien, là. Je pense qu'on a peut-être même pas le choix d'emboîter le pas, si tu veux mon avis, mais Avec quel je pense que c'est argent? la meilleure des. Avec. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est Surtout pas que les Alouettes louent le C'est pas stade, toutes là. les universités qui ont les moyens là, de faire ça. Tu sais. Effectivement. Effectivement. Mais c'est sûr qu'il y avait des incongruités là, dans la Ligue canadienne. On parle de la saison de début à Montréal qui est comme fait en. Il y a un hexagone, là, il y a comme c'est fait Ouais, en diagonale. Il y en a qui ouais. vont aimer À ça. On parle Toronto, elle est souvent, tu sais, petite aussi, la zone début. Hmm. À exact, Toronto également, elle n'est pas réglementaire. Ouais. les gens qui sont réticents disent que ça fait partie du folklore là, de la Ligue canadienne, que c'est notre ligue. Mais moi, en tout cas, personnellement, je salue l'audace du nouveau commissaire. Il fallait essayer quelque chose, faire quelque chose. Ce qui est dommage, c'est justement ce que les joueurs disent qui n'ont pas été consultés. C'est simplement des gouverneurs qui ont souvent jamais joué au football dans leur vie, qui ont approuvé ça, à l'unanimité, par Hmm. exemple. Faut le mentionner. Mais je salue l'audace. Il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est drastique? Je ne pense pas. Si on avait touché aux essais, je pense que l'ADN de la Ligue canadienne, c'est les 3 essais. Je pense pas que ça doit changer. Mais tu sais, le simple, tu sais, on n'en est pas venu là, mais un jour que la Coupe Grey va se gagner sur un placement raté, qu'on aura un simple, là, on va Ah ouais, dire ça qu'à c'est une quel bonne point c'est chose. Ça c'est une ridicule bonne comme. chose. Ouais. On va dire, mon Dieu, que c'est stupide comme règlement. Donc, il y a des bonnes choses. Je salue l'audace. C'est sûr, comme tu l'as dit, le changement, ça prend du temps parfois à rentrer ça dans les habitudes des gens. Et encore, j'ai trouvé ça intéressant aussi, la Ligue canadienne cette saison. Herb Zurkowski, dans son article, mentionnait qu'en moyenne, en 2025, la Ligue canadienne, il y a 50 points total marqué par match au total en moyenne dans la Ligue canadienne cette saison. Il y a 31 matchs cette saison qui sont décidés lors des 3 dernières minutes. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a eu 39 remontées victorieuses et 14 matchs décidés par 3 points ou moins. Fait que ça vient vraiment ajouter des statistiques à ton argumentaire qui disait que c'est pas le spectacle le problème, c'est peut-être autre chose. Oui, moi je le crois sincèrement, j'ai toujours cru à ça. Tu sais, puis même la position de carrière, tu sais, de trouver des carrières, de les développer, si tu veux améliorer le spectacle, ça devrait être une priorité du côté de la Ligue canadienne, selon moi. Tu sais, il y a beaucoup d'autres, le marketing, je sais qu'on essaie de faire des efforts et tout, mais encore une fois, moi je ne crois pas que c'est ces changements-là qui vont faire en sorte que les codes d'écoute vont augmenter ou que ça va rajeunir également la base de partisans. Ça, c'est un problème depuis toujours, là, depuis au moins minimum 15 ans. Là. Les gens que tu vois dans les stades à travers la Ligue canadienne, c'est vieillissant et tout. Bref, on va se mettre à parler de la NFL, mais il y a juste le temps qui va nous dire, mais moi, je ne suis pas convaincu que ces changements-là vont réellement avoir un impact en termes de popularité du côté de la Ligue canadienne. Avant de parler de la NFL, Didier, j'invite les gens à s'abonner à nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. YouTube, on a ta chaîne YouTube, Didier Orméjus. On approche les 900 abonnés. Également, on a une page Facebook, Le Sac du Corps, page Instagram, Le Sac du Corps également. Laissez-nous des commentaires, Spotify, Apple Podcasts, c'est toujours apprécié. Bref, aimez-nous,
C'est ça que c'est ça qu'on vous Donnez-nous dit de l'amour. aujourd'hui. Donnez-nous de l'amour. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à nous écrire également. Moi, je suis toujours content de vous lire et de savoir qu'on est écouté. Là, ça fait chaud au cœur à chaque fois. Donc, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Ben oui, moi aussi, j'aime ça lire les commentaires des gens et d'y répondre aussi, d'échanger. Bon, ben on va se tourner vers la quatrième semaine d'activité du côté de la NFL. Ça va commencer jeudi soir. Alors, on a un bon match jeudi soir, hein? Seahawks contre Cardinals, quoique le match la semaine dernière, Bills contre Dolphins, a été plus serré qu'on l'anticipait. Il y a des équipes qui se retrouvent maintenant, Marc-André, avec des fiches d'aucune victoire et 3 défaites. Depuis 2000, depuis l'an 2000, il y a plus de 100 équipes qui ont présenté des dossiers d'aucune victoire et 3 défaites. Il y en a seulement une qui a réussi à participer aux éliminatoires. C'était les Texans de Houston en 2018. Donc ça veut dire moins de Wow! 1% des équipes qui ont commencé avec des fiches 0-3 ont participé aux éliminatoires. Bref, c'est terminé pour toutes les équipes qui ont un dossier de 0-3, dont les Texans. On va en parler un peu plus tard, mais De 2025. 0-3, c'est terminé. C'est pas mal ça. Oui, oui. Commençons notre tour d'horizon, tu en as parlé, c'est le match du soir, avec le match entre les Seahawks de Seattle qui sont 2-1 et les Cards de l'Arizona qui sont également 2-1. Seattle est favori par 1,5 au preneur au libre. Ils sont à l'étranger. C'est quand même quelque chose de notable ici. Du côté des Cards, il dit on a subi une lourde perte, celle de James Conner pour le reste de la Mm. saison. Et je crois que tu veux parler de Marvin Harrison aussi. Il est où, Marvin Harrison? Ce receveur-là, lorsqu'on l'a repêché, là, on disait que Générationnel, qui disait, hein? Mm. exactement. Direct, Mm. il était en route vers Canton. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Marvin Harrison? Hey, il échappe des passes, Marc-André. Puis là, dans la défaite des Cardinals contre les 49ers, il y a eu un jeu Ouais. où il était complètement seul. Il a échappé le ballon. On va le voir ici à l'écran. Puis après la rencontre, au moins il s'est pas défilé lorsqu'il a parlé aux journalistes. Il a reconnu, il a dit, écoutez, je dois mieux jouer. Je dois mieux jouer. Mais je suis en train de me demander, là, est-ce que c'est un flop? Parce que par moment, je veux dire, OK, c'est à cause de Kyler Murray. Kyler Murray est trop petit dans la pochette, il n'est pas en mesure de le voir. Mais là, il était complètement seul. Là, on le revoit encore une fois à l'écran. Il était seul. Problème de concentration, il échappe ça. On va voir. Parce que je pense que sa fierté a été piquée lorsque je l'ai vu, ce qui s'adressait aux médias après la rencontre à la suite de cette passe échappée. Donc moi, je vais vraiment surveiller sa performance jeudi soir contre les Seahawks de Seattle. Mais là, les Seahawks, défensivement, là, cette défense-là, c'est une des meilleures de la NFL depuis le début de la saison, Marc-André. Et surtout, ce que j'aime de la défense des Seahawks, c'est qu'on est en mesure de presser les carrières adverses sans même blitzer. La ligne défensive joue très bien. On génère de la pression avec Byron Murphy, notamment notre choix de première ronde de l'année dernière, un Leonard Williams. Ça, c'est la meilleure défense que tu peux pas avoir. Lorsque tu n'es pas obligé de blitzer pour presser les carrières adverses. Puis là, il semble que c'est ce qu'on a du côté de Seattle. On sait que l'entraîneur-chef Mike McDaniel, c'est un ancien coordinateur défensif, anciennement des Ravens de Baltimore. Alors, il a une bonne tête de football du côté de la défense. En attaque, Kenneth Walker est en santé pour le moment, mais il joue très bien. Et puis, écoute, Sam Darnold évite les revirements jusqu'à présent. Il joue du bon football. Alors moi, je choisis les Seahawks afin de défaire les Cardinals jeudi soir. Wow! Quand même, quand même, quand même. Didier, j'ai un petit Mm. quiz pour toi. J'ai un petit questionnaire. Marvin Ah, Harrison j'aime ça, Jr. vas-y. A disputé 20 matchs dans la NFL dans sa carrière. Est-ce que tu es capable de me dire il y a combien de matchs il a obtenu plus de 75 verges de réception? Ah, j'ai vu cette statistique-là passer sur Twitter. Je sais pas, j'oublie, là, je l'avais pas mémorisé, vas-y. Il a seulement 3 matchs de plus de 75 verges de gains sur réception. Il y a combien de matchs sous 50 verges de gains sur réception? Sur 20. Je veux dire 12. Oui, 12 sur 20, exactement. Donc 60% de Ah ses oui, matchs ils ont obtenu moins de 50 verges sur réception. Et combien de matchs avec plus de 6 réceptions? 3. Aucun, wow. Aucun match Wow, de ben, plus de 6 réceptions. C'est juste ça que je voulais apporter comme point. Merci beaucoup. Oui, tu as parlé de la défense des Seahawks. Moi, j'ai hâte de voir, parlant de James Conner, j'ai hâte de voir la prestation de Trey Benson. Je pense que Trey Benson peut connaître l'éclosion. C'est un reporter de ballon talentueux. J'ai hâte de voir
quand on va augmenter sa charge de travail, là, qu'est-ce qu'il peut offrir aux Cardinals de l'Arizona. Mais moi aussi, je prends les Seahawks pour l'emporter. Moi aussi, la défense, 17 points alloués par match cette saison. Et depuis la semaine numéro 10, elle est classée au 4e rang parmi les meilleures défenses de la NFL, celle des Seahawks. Les Seahawks, 4 victoires de suite également en Arizona. Donc, je pense que ça va se poursuivre avec une 5e. Je prends les Seahawks pour l'emporter. Les Vikings du Minnesota à 2-1 vont affronter les Steelers qui sont également 2-1. Ça ne se passera pas du côté de Pittsburgh, mais bien en Irlande, du côté de Dublin, en Irlande. Minnesota est favori par 2,5 au preneur au livre. C'est un affrontement entre deux formations qui ont provoqué 5 revirements, mine de rien, la semaine dernière. Les Minnesota, 5 revirements provoqués contre les Bengals et les Steelers, 5 revirements provoqués. Merci tout spécial à Ramondre Stevenson contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ah. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, lors de l'été 2024, j'avais eu comme invité au podcast le directeur de la NFL en Irlande et au Royaume-Uni. Puis lui, il avait hâte justement à cette rencontre-là. Ben là, voilà, ça va se concrétiser dimanche. D'ailleurs, on va présenter le match dimanche matin à 9h30 sur les ondes de RDS. Faut pas oublier la famille Rooney, qui est propriétaire des Steelers de Pittsburgh. Ben, sont d'origine irlandaise. Alors, c'est simplement naturel que les Steelers soit en action dans ce match historique, la première rencontre de saison régulière qui va avoir lieu en Irlande. Ouais, tu as parlé des revirements. Il y a Isaiah Rodgers des Vikings du Minnesota qui a été incroyable dimanche dernier. T'as-tu vu ça, Marc-André? Dès le début de la rencontre, interception pour un touché. Après ça, il a provoqué, recouvré un échappé qu'il a retourné lui-même dans la zone des buts. Il a marqué 2 touchés défensifs et il a même provoqué un autre échappé. Écoute, il était incroyable dans la victoire des Vikings contre les Bengals de Cincinnati. Écoute, si bien que Carson Wentz a absolument eu rien à faire. Là. Il a complété une passe de toucher lors de la première séquence, mais tu as mentionné les revirements, la défense des Vikings, c'est tout simplement beaucoup trop pour les Bengals de Cincinnati. Puis, contre les Steelers se sont fait donner le match. Tu as parlé des revirements, Ramondre Stevenson et compagnie, 5 revirements des Patriots. On a tout fait pour donner la rencontre aux Steelers de Pittsburgh. Mais les Bengals ont tellement été mauvais la semaine dernière qu'on n'a pas pu évaluer Carson Wentz. Je vais prendre les Steelers 6 à passes domicile. tentées seulement en deuxième demi la semaine dernière. Carson Wentz. 6 passes tentées seulement en deuxième demi. On menait quelque chose comme genre 35-3 là, ou à peu près à la mi-temps. Donc, il n'y avait pas de raison de passer le ballon. Mais pour moi, ça demeure encore un point d'interrogation. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais prendre les Steelers, même si j'ai pas un bon feeling. Aaron Rodgers, Didier, à son dernier match contre Brian Flores et sa défense l'année dernière en 2024, alors avec les Jets, il a fait subir 3 sacs du corps. Il avait lancé, victime de 3 interceptions, 54 passes tentées, 5,8 verges par passe tentée. Aaron Rodgers qui avait connu quand même un match difficile. Et je pense que le retour de Jordan Addison va vraiment apporter également une étincelle. Le retour de sa suspension de 3 matchs aux Vikings. Moi, je prends les Vikings pour l'emporter en Irlande contre les Steelers. Les Eagles de Philadelphie à 3-0 vont affronter les Buccaneers qui sont également 3-0. Mais plusieurs diront que si les matchs duraient 59 minutes dans la NFL au lieu de 60, ben les Buccaneers seraient 0-3 cette année. Ben oui, Philadelphie est favori par 3,5 au preneur au livre. Didier, j'en ai parlé, 3 remontées victorieuses dans la dernière minute du côté des Buccaneers. Mais je pense que le point le plus important, c'est la blessure à Mike Evans qui va vraisemblablement manquer là, aux Buccaneers de Tampa Bay. Ben oui, une autre blessure aux ischio-jambiers pour Mike Evans à tous les ans. L'histoire de sa carrière. Il rate des matchs en raison de blessures aux ischio-jambiers. Pardon? L'histoire de sa carrière, un peu. Oui, un peu. Puis là, bon, là, il commence à être âgé, Mike Evans. Et puis, bon, on va voir quand est-ce qu'il va revenir au jeu. On dit que ça pourrait être seulement une absence de 2 à 3 semaines, mais avec les ischio-jambiers, comme tout le monde est devenu, tous les amateurs de football montréalais sont devenus des experts. Avec Davis Alexander, on sait que ça peut prendre plus de temps, puis qu'on doit être patient. Alors, on va voir quand est-ce qu'il sera en mesure de revenir au jeu. Mais vraiment, la sélection là, de Ekbuka, ça a été une bonne chose. Encore une fois, souviens-toi, lors du repêchage. Ouais, ben c'est ça. Lors du repêchage, on se disait pourquoi ils repêchent un autre receveur. Ils ont Evans, ils ont Godwin. Godwin n'a pas encore joué cette saison, si je ne me trompe pas. Là, Evans est blessé. Donc, c'est une bonne chose qu'on a repêché Emeka Egbuka. Mais parlons de Baker Mayfield rapidement, Marc-André. Tu viens de le mentionner. Hey,
3 victoires, puis les 3 fois, c'est Baker Mayfield qui est en mesure de mettre sur pied des séquences victorieuses à la fin du quatrième quart. Euh, il fait partie des 10 meilleurs quarts de la NFL maintenant, mais tu sais, c'est tout l'attitude qu'il amène à l'attaque, à l'équipe au complet des Buccaneers de Tampa Bay. Parce que je vais juste souligner ça, parce que écoute, on parle là de Daniel Jones, de son début de saison, bon, bien sûr, de Josh Allen. Mais si j'avais un vote, là, présentement, c'est après 3 semaines, là, on votait pour le joueur par excellence de la NFL. Je pense que je voterais pour Baker Mayfield, parce que sans lui, comme tu l'as dit, on aurait une fiche d'aucune victoire et 3 défaites. Effectivement. Et je suis encore abasourdi là, par l'uniforme. Popsicle à l'orange des Buccaneers de Tampa Bay dans les images. Pour moi, ça me rappelle des souvenirs de Mais mon tu le trouves pas enfance. beau? Ah, je le trouve excessivement beau. Même j'ai hâte de voir la version avec le chandail orange. J'imagine que on va le sortir là, d'ici la fin de la saison. Mais tu sais, Bref. qu'est-ce qui est drôle de cet uniforme-là? Je ne sais pas si tu te Oui, souviens, vas-y. dans le temps, tout le monde le considérait affreux, cet Ouais. uniforme-là des Buccaneers de Tampa Bay. Je pense que c'est à la saison 97 ou 96 qu'on a changé pour l'uniforme rouge, leur uniforme qu'ils ont maintenant, traditionnel. Mais cet uniforme-là, là, c'était la risée de la ligue. Puis maintenant, lorsqu'ils le portent, tu sais, c'est vraiment beau. Parce que c'est drôle comment le On, temps change les choses. on dirait que les choses vintage, c'est rendu cool. Écoute, je me promène avec Ouais, avec vraiment. un jersey de Baker Mayfield dans les rues au travail ou je m'achète un chandail de Baker Mayfield comme ça. Je serais cool là, en ce moment. C'est bizarre, mais c'est vrai qu'au début, on sait comme orange. C'est vrai qu'il y a des uniformes qui embellissent avec le temps. Même chose pour les Eagles. Ouais. J'ai jamais trouvé que le fameux vert un peu, le vert pomme, là, un peu, le vert, Granny Smith, Ah, un le peu, là, Kelly on l'appelle Green. Le Kelly Green, exact. J'ai jamais trouvé ça. Je Ah, trouvais il qu'au est départ, beau. lorsqu'on a changé pour un vert plus foncé, c'était mieux. Mais maintenant, je trouve que le Kelly Ouais. Green, sérieusement, donnez-moi de l'argent. Je veux tout ce qui a rapport au vintage des Eagles. Ben, Bref, pour les parler des Eagles ont Eagles, l'air sharp quand ils portent les Kelly Green. Lorsqu'ils portent leur uniforme Kelly oui, Green, là, c'est vraiment beau avec le vieux casque aussi, là. C'est de toute beauté. exactement. T'as-tu dit ta prédiction pour ce match-là, Didier? As-tu dit que tu prenais les Non, Eagles je ou l'ai les pas dit Buccaneers? encore. OK, tu Non, voulais que non, j'en... écoute, je vais choisir. OK, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, ben, écoute, je vais prendre les Eagles de Philadelphie. Écoute, les Eagles ont gagné 19 de leurs 20 derniers matchs. Imagine-toi, ça inclut les rencontres éliminatoires. Puis j'ai aimé la performance de Jalen Hurts. Ça a été tout un match vraiment contre les Rams. Cette rencontre-là avait des allures d'un match éliminatoire. Mais ce que j'ai aimé de la part de Jalen Hurts, c'est qu'on en avait parlé la semaine dernière, là. Tu sais, on a gagné contre les Chiefs de Kansas City, mais on avait à peine passé pour 100 verges. Mais là, clairement, du côté des Rams, après avoir accordé 2 matchs de plus de 200 verges au sol à Saquon Barkley l'année dernière, on s'est dit, regarde, là, on ne peut pas le laisser nous battre à nouveau. Donc, on a neutralisé l'attaque terrestre des Eagles de Philadelphie. C'était à Jalen Hurts de compléter des passes à l'extérieur, à prendre avantage des confrontations à 1 contre 1 avec A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert. C'est exactement ce qu'il a fait. Regarde, je vais arrêter de douter de Jalen Hurts, parce qu'il semble qu'à chaque fois qu'on doute de lui, il sort une grosse performance. Il fait taire ses dénigreurs. Alors, choisis les Eagles pour aller à Tampa Bay puis infliger un premier revers cette année aux Buccaneers de Tampa Bay. Mais c'est 2 équipes qui sont en mesure de gagner les matchs serrés. Puis les Eagles, c'est une question de 3 jeux, là. Puis ils auraient peut-être une fiche de Mhm. 0-3 aussi, là, un peu comme les Bucks. Effectivement, j'ai adoré le fait que les Rams la semaine dernière ont dit écoutez, il va falloir que vous passiez le ballon. Puis en deuxième demi, je pense qu'on avait même moins une verge par la voie aérienne là, après la première demi. Jalen Hurts, ça allait pas bien et finalement, la machine s'est mise en marche. On a vu vraiment A.J. Brown. Par contre, Didier, moi, ce qui m'inquiète ici, c'est que les Buccaneers, historiquement, ou dernièrement, dans l'histoire récente, ils ont quand même le numéro des Eagles. Todd Bowles a une fiche de 4-1 à ses 5 derniers duels contre Nick Sirianni. Dans ces 5 matchs-là, les Buccaneers ont limité les Eagles à 17 points par match seulement. On a vraiment limité et ligoté, vraiment muselé Jalen Hurts. Par contre, moi, je pense que justement, à cause que Mike Evans va rater la rencontre, que Chris Godwin, je ne sais pas s'il est prêt un retour au jeu, mais je ne pense pas qu'il va disputer la rencontre. On n'a pas Jalen McMillan. Ouais. On va commencer à manquer d'armes là, dans le jeu aérien pour Baker Mayfield. C'est Egbuka. La semaine dernière, Cade Otton, OK, mais Cade Otton n'a pas été ciblé la semaine dernière. Donc, moi, je pense que justement, la bonne défense des Eagles vont pouvoir se concentrer sur Egbuka. On n'a vraiment pas de deuxième menace que les Rams avaient, par exemple, avec le duo Adams-Nakua.
du côté des Buccaneers pour vraiment ralentir peut-être les Eagles. Je pense que la défense des Eagles va faire la différence. Je pense que la défense des Buccaneers, on a affronté des équipes. J'ai hâte de voir la défense des Buccaneers contre une bonne attaque que celle des Eagles. Mais ça me fait peur, Didier. Surtout que Jalen Hurts, tu en as parlé tantôt, 19-1, 18-1 à ses 19 derniers matchs. Mais Jalen Hurts est 18-0 à ses 18 derniers matchs qu'il a complétés. Ça veut dire que la seule défaite, on s'en souvient, c'était contre les Commanders. Là, il avait quitté la rencontre. Kenny Pickett avait complété la rencontre l'année Ouais, dernière. Et sa dernière défaite, lorsqu'il complète un match, c'est lors de la semaine numéro 4 de 2024. Et c'était contre quelle équipe, tu crois? les Bucks. Les Bucks. Les Non? Buccaneers de Ouais, les Tampa Bucks, Bay. ouais. Ouais, exact. Les Buccaneers de Tampa Bay. Prends les Eagles. euh, mais on dirait que c'est ça. Quand une équipe a un numéro de notre équipe, ça me fait peur. Je prends les Eagles, mais à reculons cette semaine. Non. Inquiète-toi pas, ton club va gagner, là, ton équipe favorite va gagner. Je pense vraiment, parce que là, Ebuka va être rendu le receveur numéro un. Là, il reste plus grand-chose derrière Ebuka. Non. Tu sais, des fois, là, c'est juste ça. Là, c'est un trop grand déséquilibre, je crois, en faveur de Philadelphie. Les Colts à 3-0. Indiana Jones va se rendre à Los Angeles pour Mhm. affronter les Rams qui sont 2-1. Les Rams sont favoris par 3,5 au preneur au livre, Didier. Et je veux vraiment souligner, on parle beaucoup de Daniel Jones, mais Jonathan Taylor, Didier, connaît tout un début de saison. Moyenne de 112 verges par match. Pour l'avoir dans un de mes pots, là, il me mène à la terre promise depuis 3 semaines. Il est vraiment spectaculaire, Jonathan Taylor. Ah ben c'est sûr que tu as gagné ta semaine la semaine dernière si tu as Oh Taylor, oui. j'imagine, parce qu'il a eu quoi, 102 verges au sol, il a inscrit 3 touchés, un tour du chapeau contre les Titans du Tennessee. Il est une des raisons des succès là, de Daniel Jones. Tu sais, comme je le dis depuis le début de la saison, Daniel Jones n'a jamais été aussi bien entouré qu'il ne l'est présentement avec les Colts d'Indianapolis. Puis, il y a vraiment moins de pression sur ses épaules. Tu sais, on le voit, il se débarrasse du ballon, il force pas des passes à cause du talent qui est autour de lui. Mais Jonathan Taylor, ouais, tu fais bien de le mentionner parce qu'il connaît vraiment toute une saison. Faut pas oublier, en 2021, il avait gagné plus de 1800 verges au sol. Il avait terminé au premier rang de la NFL au chapitre des verges au sol. Il est un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Puis ça, là, écoute, quand le jeu au sol fonctionne de la sorte, ça aide non seulement ton carrière, mais ça aide ta défense aussi qui passe moins de temps sur le terrain. En tout cas, les Colts, ça va être un test. Là. Aller à Los Angeles contre les Rams. On vient de parler du travail que la défense des Rams a fait contre Saquon Barkley. On est capable d'arrêter le jeu au sol. On vient de le prouver la semaine dernière à Philadelphie. Alors là, peut-être que là, le match va être sur le bras de Daniel Jones contre les Rams. Moi, je choisis les Rams pour l'emporter. C'est un test, là, vraiment. Parce que là, on a défait les Titans du ici la semaine dernière chez les Colts. Là, c'est un test. Aller au SoFi Stadium contre la bonne défense des Rams. J'adore Daniel Jones. C'est une des belles histoires en ce début de saison de la NFL. Mais là, vraiment, les Colts vont être 4-0. Je crois pas. Ils vont subir un premier revers contre Matthew Stafford et les Rams. Avant de passer à ma prédiction, Didier, on avait reçu une question de Régis Fortin via courriel. Régis, qui est potentiellement le fan numéro un du podcast. On te salue, Régis. Nous demande, ou qui te demande, salut Didier, si Daniel Jones continue à avoir du succès, penses-tu que les coachs pourraient échanger Richardson? Anthony, évidemment. Oui, ben merci Régis pour ta question. Euh, Éventuellement, on va voir. Là. La saison est très jeune, mais si Daniel Jones connaît une saison à la Sam Darnold l'année dernière, s'il devient le Sam Darnold de 2025, moi je crois qu'aucun d'autre du côté des Colts, on ne va pas faire comme les Vikings et se départir de notre carrière. On va offrir une prolongation de contrat à Daniel Jones. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va échanger Anthony Richardson si ça arrive. Moi, c'est ce que j'envisage si Jones continue de jouer comme il le fait. Puis je vais juste mentionner du côté des Rams, Marc-André, le duo porteur de ballon de Karen Williams et Blake Corum. Ça, là, c'est Ouais. vraiment intéressant. Corum a connu un bon match contre Philadelphie aussi. Ils ont des styles similaires, donc ils se complètent très bien. Les Rams, j'aime les Rams. En tout cas, j'ai hâte de voir s'ils ne vont pas affronter les Eagles à nouveau en éliminatoire. Mais en tout cas, ce duo-là pourrait donner des mots de tête à la défense des Colts en fin de semaine. On disait que Corum, l'année dernière, lorsqu'il est arrivé dans la NFL, il n'est pas en santé en raison, justement, il avait été blessé à sa dernière saison à l'Université du Michigan. Mais là, on peut voir vraiment qu'avec Mhm. un été, une saison morte, un été de préparation,
Ouais, il a vraiment des flamèches. Je trouve qu'il a retrouvé vraiment son aplomb dans le champ arrière du côté des Rams. Je voulais juste apporter une Mhm. statistique pour qui va justifier mon choix. Moi aussi, je prends les Rams, Didier, pour l'emporter contre les Colts. Parce que les Colts, 3 victoires cette saison, OK, mais c'était contre des équipes qui ont des fiches combinées de 1-8. Donc, moi, je pense qu'ils vont subir Mm. une première défaite également cette saison. C'est un Les examen. Ravens de C'est un Baltimore. examen. Oui, exactement. Les Ravens de Baltimore avec une fiche de 1-2, la même que les Browns de Cleveland, je tiens à le mentionner, vont affronter les Chiefs à Arrowhead avec une fiche de 1-2, la même que les Browns, je tiens à Oui. mentionner. Euh, Didier, on a vraiment reçu 2 questions sur cet affrontement-là. Je vais te lancer là-dessus. Tout d'abord, celle de Alexis Boucher-Roy sur Instagram qui nous demande comment avez-vous trouvé la réaction de Travis Kelce envers Coach Reed? On a vu la prise de bec entre Andy Reid et Travis Kelce sur des lignes de côté. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Comment tu as trouvé ça au match numéro 3 de la saison? Je m'en fais pas avec ça, parce que comme tu viens de le dire, on avait déjà vu ça. On avait vu ça lors d'un match du Super Bowl même. Il y avait Travis Kelce qui avait crié après Andy Reid. Écoute, ça fait plus d'une décennie là, qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Puis là, c'est Andy Reid, tu sais, qui est allé voir Kelce. Il lui a même donné un coup d'épaule. Je crois que Kelce, Ouais. bon, se plaignait de ne pas être assez ciblé. Regarde, c'est comme un vieux couple. OK? C'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'il faut faire un gros plat avec ça. La chose qui est plus inquiétante, c'est que Kelce n'est vraiment pas productif depuis le début de la saison. Il y a eu la passe de toucher qu'il a échappé contre les Eagles de Philadelphie. Ça m'inquiète beaucoup plus que la petite prise de bec qu'on a vue. Je m'en fais pas avec ça. On s'aime d'un côté comme de l'autre, du côté de Reed et de Kelce. C'est un vieux couple. Personnellement, je m'en fais pas avec ça. Il y a Benoît Roux via Instagram qui nous demande salut les gars, j'adore le podcast. Continuez comme ça. Merci Benoît. Croyez-vous que les Oui, merci Ravens Benoît. sont encore une équipe qui peut se rendre au Super Bowl? La défense m'inquiète, Marc-André. OK, la défense m'inquiète. Là. Écoute, j'en ai beaucoup à dire sur les Ravens. Je sais qu'on on veut pas faire un épisode de 2 heures. Là, du côté de Baltimore, OK, là, on les a vus contre les Lions lundi soir. La défense des Ravens, elle est privée des services de Carl Van Noy, qui a reçu 12 sacs et demi du quart. Madé Bouquet, il semblerait qu'il pourrait rater le reste de la saison, là, leur excellent plaqueur. Il n'était pas là contre les Lions de Détroit et ça a vraiment paru parce qu'on n'a appliqué aucune pression sur Jared Goff. On a perdu la bataille des tranchées. Mais ce qui m'alarme le plus, OK, là, je viens de parler du fait qu'on n'est pas capable de générer de la pression sur les carrières adverses. Souviens-toi, la semaine dernière, j'avais dit que sa rencontre contre les Lions allait être un examen pour les Ravens parce qu'on s'est fait traverser contre les Bills de Buffalo. Lors de la deuxième semaine d'activité, on jouait juste contre les Browns qui n'ont pas d'attaque. Mais là, ça fait 2 fois qu'on affronte des bonnes attaques et qu'on échoue lamentablement. Alors, je viens de parler des ennuis après ces carrières adverses. On a accordé 238 verges au sol aux Bills. On a accordé une moyenne de 5,2 verges par course aux Browns de Cleveland. Puis là, on s'est traversé au sol pour 224 verges contre les Lions de Détroit. Ça, c'est inquiétant. Tu ne peux pas remporter un championnat avec une défense qui joue de cette façon-là. Alors, pour répondre à la question d'Alex, la question de Benoît, présentement, ne sont pas des aspirants au Super Bowl en raison de leur défense. Il reste beaucoup de temps. Ils peuvent rectifier le tir, du moins contre la course, mais contre la passe, sans Van Noy et Madabuke, hmm, est-ce qu'on va devoir compléter une transaction pour trouver un chasseur de quart? Ça, c'est vraiment un problème. Puis, j'ai même pas parlé du fait qu'on a accordé 7 sacs du quart en plus contre les Lions. Mais il y a des sacs qui étaient la faute de Lamar Jackson qui recule beaucoup trop dans la pochette. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra corriger. Je ne sais pas si on devient anxieux dans les matchs importants du côté des Ravens, mais encore une fois, on a échoué dans des grands On a moments. choqué. Écoute, c'est pas la première fois que les Ravens écoute, qu'on a de la misère là, dans les grands moments. Puis est-ce qu'ils sont encore des aspirants au Super Bowl? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on va revenir, c'est sûr qu'on va redresser la situation, mais est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout? J'ai de la misère, Didier, et j'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'on a un problème avec Derrick Henry? Est-ce qu'on a un. Que Derrick Henry est un problème là, du côté des Ravens. Encore une fois, on a échappé le ballon. On a vraiment 2 échappées coûteux là, depuis le début de la saison, lors de la semaine numéro 1, lors de la semaine dernière également. Pas maintenant, Didier. Derrick Henry a 19 échappées dans sa carrière. Il y en a 10 au quatrième quart. 10 sur 19. C'est plus de 50% de ces échappées au quatrième quart à des mauvais moments. Hmm.
Marc-André, il a échappé le ballon lors des 3 matchs jusqu'à présent cette année. Parce qu'il a été victime d'un échappé contre les Mhm, Browns au cours de la mhm. deuxième semaine d'activité. Euh, Écoute, je vais pas m'alarmer avec ça parce que avant là, les 3 premiers matchs, il avait seulement un échappé en 2 ans. Donc, je vais pas m'alarmer avec ça. Puis son échappé qu'on voit là à l'écran pour les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est tout un jeu de la part d'Aiden Hutchinson. En plus, Hutchinson est arrivé par en arrière, ce genre de course-là. Euh, Derrick Henry s'attendait pas là. Est-ce qu'il y a un joueur derrière lui pour lui donner un coup de poing sur le ballon? J'ai donné crédit à Aiden Hutchinson. Donc, je m'inquiète pas. Je crois que Henry va rebondir, là. Il est un grand joueur. Je crois qu'il va rebondir, mais on a plusieurs problèmes du côté des Ravens. Il faut régler ça. La saison est encore jeune, mais ça a été tout un match hein, contre les Lions. On était dans le coup jusqu'à l'échappée de Derrick Henry. Mais effectivement, le pauvre Derrick Henry, tu as vu sa réaction lorsqu'il est retourné au banc après Mhm, son échappée? Il a mhm. lancé son casque On et casse. tout. C'est pas le Derrick Henry habituel. Donc, je vais lui donner le bénéfice du doute parce qu'encore une fois, avant le début de la saison, il avait seulement un échappé en 2 ans. Et on a des problèmes aussi, je pense, du côté des Chiefs. Ça n'a pas été une victoire éclatante contre les Giants, j'ai trouvé. Où est l'attaque du côté des Chiefs? Sans Xavier Worthy, là, on attend, je pense, impatiemment le retour de Rashee Rice parce qu'on en a besoin. On a vu Tyquan Thornton, c'est cute. C'est quoi les autres receveurs? Juju Smith-Schuster. Je veux dire, on a un Ouais. problème là. À l'attaque aérienne, Didier. C'est pas maintenant, j'ai une statistique pour toi. Patrick Mahomes sort de sa pochette, donc il scramble là, pour courir 15 du temps depuis le début de la saison. Il était sous 8 sous les 8 lors des 3 dernières années. Donc, Patrick Mahomes essaie vraiment de créer des jeux par lui-même, par la course. Et on le voit qu'il court davantage, qu'il sort de la pochette. Euh, Par contre, je pense que les Ravens ont une meilleure attaque. Moi, je vais choisir les Ravens pour remporter ce match-là à l'étranger. Ils vont être 0-2. Ils vont être 2-2, pardon. Je pense que ça va jouer sur l'attaque. Puis encore là, je suis vraiment pas rassasié là, par. Elle me laisse sur mon appétit, l'attaque des Chiefs en ce début de saison. Ah, je vois ça exactement comme toi. Là. Les Chiefs, oui, ils ont gagné, mais mon avis n'a pas changé. Là. Écoute, c'était quoi? C'était l'égalité à la mi-temps contre les Giants? C'est 6 à Mhm. 6 ou c'est 9 à 6? C'est peu Ouais. importe. Là. Ça n'a vraiment pas été facile. Non, il n'y a On rien n'a qui a pas de jeu changé au du côté sol. Kansas City. Non, ben exactement. Le Patrick Mahomes est pratiquement leur meilleur porteur de ballon. Mhm. Non, écoute, moi, je choisis les Ravens également pour l'emporter. Parce que je crois pas que les Chiefs sont une bonne équipe présentement et les Ravens nous prouvent qu'ils sont pas en mesure de battre les bonnes équipes. Alors, Baltimore va gagner. Ah, OK. Ben, OK. C'est bon, c'est bon. T'as aimé Les ça comment j'ai Packers. piqué les Ravens? Ouais. Les Packers, c'est le match du dimanche soir, évidemment. Les Packers à 2-1 vont affronter les Cowboys qui sont 1-2. Évidemment, la grosse histoire, le retour de Micah Parsons à Dallas. Didier, je te laisse la Mhm. place, vas-y. Ouais, puis en plus de ça, pour les Cowboys qui ont pas de défense, OK, leur défense, elle est horrible. On n'a pas encore parlé des Giants de New York, là, mais tu sais, on a accordé 485 verges par la passe à Russell Wilson. Puis la semaine d'après, Russell était incapable de compléter une passe ou à peu près contre les Chiefs de Kansas City. Ça en dit long, je pense, sur l'unité défensive des Cowboys de Dallas. Mais pour les malheureux Cowboys, qui là, eux, sont privés des services de CeeDee Lamb, et en plus, il y a Tyler Booker, hein, le choix de première ronde, le garde, il a lui aussi Mhm. subi une entorse à une cheville, comme CeeDee Lamb. Il va être absent. Là, tu affrontes les Packers, qui viennent de se faire surprendre. Ça a été la plus grande surprise jusqu'à présent cette saison dans la NFL. Ils ont perdu à Cleveland. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont passer toute leur frustration sur les Cowboys. Micah Parsons, il a encerclé la date de cette rencontre sur le calendrier du moment qu'il a été échangé. Puis, je ne sais pas si tu as vu ses propos. On lui a demandé qu'est-ce qui va arriver si tu réussis un sac aux dépens de Dak Prescott. Sa Ça va me réponse a faire été une mal. réponse digne. Ça va faire mal. Il a dit ça va lui faire mal ou ça va faire mal à Dak. Il a dit ça va faire mal à Dak, je crois. Moi, je pense qu'il disait comme ça va être painful. Il disait que ça va être painful pour lui. Là. Ça va lui faire mal à lui Ah, intérieurement. ok. Tu sais, frapper son ami. Mais en tout cas, moi, je l'ai Ah, compris ok. comme ça. Ah. Ok, moi je pensais que c'était à la Clubber Lang là, dans Rocky 3, là. Quand on lui demande sa prédiction pour le combat, puis il répond pain, tu sais, de la douleur. Je pensais que c'est dans ce sens-là là, qu'il avait dit ça. Mais peu importe, Micah Parsons, il va tout faire pour connaître un excellent match. Non, écoute, la défense des Cowboys est mauvaise. Ça va être une opportunité pour Jordan Love
de rebondir parce qu'il n'a pas bien joué contre l'excellente défense des Browns de Cleveland, mais là, au quatrième quart, a été victime d'une très mauvaise interception. Delpit l'a réussi. Non, puis Matt Eberflus, l'ancien entraîneur-chef des Bears, qui est maintenant le coordinateur de la défense des Cowboys, ça va vraiment pas bien son unité. Le retour de Micah Parsons à Dallas, ben, ça va être un succès. Victoire des Packers facilement en plus. Son ancien entraîneur, d'ailleurs, Matt Eberflus. La défense des Cowboys, Ouais, Didier, je veux juste je le dis moins depuis son passage à Chicago. Juste en rajouter sur la défense des Cowboys, on a accordé le plus de verges par la passe dans la NFL. On a la pire équipe pour stopper l'adversaire en troisième essai. On a accordé le deuxième plus haut total de touchés par la passe. Didier, les corps adverses ont le temps de décocher des passes dans les zones profondes face à la défense des Cowboys. Ce qu'on aurait besoin du côté des Eagles, des Cowboys, c'est un chasseur de corps là, pour essayer de presser le carrière, à mon avis. Un bon chasseur de corps, bref. Tout ça pour dire que Micah Parsons, quatrième déjà dans la NFL pour les pressions générées. 2 sacs du corps cette saison en jouant seulement 57% des jeux. Moi aussi, je comprends les Packers pour l'emporter. Ils vont rebondir face aux Cowboys dimanche soir. En rafale maintenant, Didier, les Jaguars de Jacksonville, avec une fiche de 2-1, vont affronter les 49ers, qui sont 3-0. Les Niners sont favoris par 2,5 au preneur au livre. On a une question de Gabriel Buisson via Instagram qui nous demande San Francisco, ça j'ai hâte de t'entendre parce que moi j'ai vraiment pas d'idée pourquoi du comment. San Francisco semble constamment embourbé dans les blessures. Est-il possible qu'il y ait une défaillance au niveau de la planification hebdomadaire, utilisation des joueurs, etc.? C'est vrai que les 49ers sont tout le temps blessés. Didier, t'en penses quoi? On a perdu C'est Bosa là, légitime maintenant. comme question. Oui, ben oui, merci à Gabriel. Ben oui, Bosa pour la saison, hein. Il a subi une déchirure à un ligament croisé antérieur. Mais ce genre de blessure-là, une blessure à un genou, tu sais, tu peux pas blâmer ça. C'est pas comme les blessures aux ischio-jambiers, tu sais, les élongations musculaires, là, blessures au mollet, les choses comme ça. Là, tu peux dire, OK, là, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est au niveau, justement, de l'horaire, de la méthode d'entraînement qu'on a? Là, on peut se poser des questions quand c'est ce genre de blessure-là. Ben, un ligament croisé antérieur, tu sais, ça, c'est de la malchance. Tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est un manque au sein de l'organisation des Niners, mais ça vaut la peine de se poser la question parce que tous les ans, il y a des blessés. La liste des blessés, elle est très longue du côté des 49ers. Je parlais des jambiers. C'est cette blessure-là qui fait en sorte que George Kittle n'est pas de la formation. Non, ce sont des bonnes questions de la part de Gabriel. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Je suis pas autour des 49ers de San Francisco, mais euh, j'ose croire qu'on s'est posé la question là, durant les dernières saisons mortes du côté des Niners, parce que régulièrement, ça vient dérouter les saisons des 49ers. Quand on est en mesure de rester en santé, soit qu'on participe au Super Bowl ou on se rend au moins en finale d'association. Mais en passant pour Nick Bosa, Marc-André, c'est la troisième fois qu'il se déchire un ligament croisé antérieur. C'est la deuxième fois dans la NFL. Mais à sa dernière année à l'école secondaire, il s'était déchiré un ligament croisé antérieur 3 fois, là. On peut se poser la question s'il va être le même joueur lorsqu'il va revenir en 2026. Alors, faut pas oublier que Kittle et Ayuk pourraient revenir lors de la 6e semaine d'activité. Ça, c'est dans 2 semaines. On va voir. On va avoir du renfort à la position de receveur. De Marcus Robinson va effectuer un retour au jeu. Ben, moi, je vais choisir les Il va être sur le Jaguars. terrain. Oui, Il va être qui sur ça, le tu veux dire terrain. Marcus Robinson? Ouais, pour les fantasy, là, pour les gens fantasy là, qui Oui. cherchent un dépanneur pour cette semaine, il va être sur le terrain de Marcus Robinson. Bon, ben écoute, il va être la deuxième cible favorite de Mac Exact. Jones, Ricky Pearsall, qui a connu tout un match la semaine dernière. 8 réceptions pour 171 verges. Mais je vais prendre les Jaguars. Parce que là, ça en fait beaucoup de blessés là, du côté des Niners. Tout simplement, je sais que le match était à San Francisco, au Levi Stadium, mais je vais prendre les Jaguars juste dû au fait que je pense que c'est trop de blessés. Là. L'absence de Bosa, ça va juste être trop. Mac Jones joue bien, mais je l'ai vu lui aussi, hein, il boitait là, durant la rencontre. Ouais. Tu sais, donc Mac Jones et Maganou aussi. Mais je vais juste y aller avec l'équipe qui est la plus en santé, les Jaguars de Jacksonville. Michael McCorkle Jones, tu veux dire, Didier? Mhm. Oui, oui, lui, ouais, ouais, le seul et unique. Brock Purdy, il y a des fortes chances là, que Brock Purdy soit de retour au jeu. Moi, je prends les 49ers pour l'emporter. Je pense que le retour de Robert Saleh vient vraiment changer le visage de cette défense-là. Je pense que
Déjà que l'attaque des Jaguars n'était pas très inspirante. Je pense que les 49ers vont l'emporter à domicile, encore une fois, cette semaine, et demeurer parfait. Les Chargers, avec une fiche de 3-0, vont affronter les Giants, qui sont l'opposé, 0-3. Jackson Dart, Didier, va amorcer sa carrière dans la NFL à domicile contre la puissante défense des Chargers. Choisis les Chargers. C'est aussi simple que ça. On y va de changement de carrière. Puis là, pauvre Dart, il va commencer contre l'excellente défense des Chargers. Clairement, Brian Daboll, il essaie de sauver son emploi, puis là, il a perdu la tête. Là. Tu fais vraiment pas une faveur, selon moi, à Jackson Dart en l'envoyant contre les Chargers, une des meilleures équipes de la NFL depuis le début de la saison. Moi, c'est aussi simple que ça. Puis comme je le disais tout à l'heure, il y a juste 2 semaines, OK? Russell Wilson a gagné 485 verges par la passe contre les Cowboys. Puis là, 2 semaines plus tard, on le cloue au banc. Est-ce que ça veut dire que la défense des Cowboys est tout simplement pourrie puis que Daboll, il évalue même pas ça, il dit OK, c'est 485 verges par la passe, ça veut rien dire parce que c'était contre Dallas. Je fais juste soulever la question. Mais Justin Herbert du côté des Chargers a des allures d'un joueur par excellence. La tertiaire des Chargers joue très bien depuis le début de la saison, incluant Benjamin Saint-Just qui connaît un bon début de saison avec sa nouvelle équipe. Regarde, c'est les Chargers qui ont gagné. Le premier départ pour Dart. C'est dommage pour lui, là. Puis, est-ce qu'on va ruiner sa carrière en le faisant jouer trop tôt? Je crois que c'est une question qui est valable. Mais peu importe, choisis les Chargers. Les Chargers sont favoris par 6,5. J'ai oublié de le mentionner. Tu parlais de la défense. 15 points alloués par match depuis le début de la saison. C'est vraiment excellent pour la défense des Chargers. Par contre, j'ai hâte de voir parce que Justin Herbert, Didier, a été victime de 10 sacs du corps en 3 matchs depuis le début de la saison. Je ne sais pas si la seule façon que les Giants ont de s'en sortir, c'est si le front défensif excelle et met de la pression sur Justin Herbert. On l'a pas vu, Herbert, cette ligne défensive-là, Marc-André. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre, Ouais. mais c'est une de mes grandes déceptions depuis le début de la saison. Moi, je crois vraiment à tout le talent qu'on a au sein de la ligne défensive. Puis non, encore une fois, la semaine dernière, on n'a pas vraiment dérangé Patrick Mahomes plus que ça, du moins. Peu importe, choisis les Chargers. Et pour compléter sur Jackson Dart, je pense que le plan d'origine était de le faire amorcer sa carrière, de le faire commencer contre les Saints la semaine prochaine du côté des Giants. Mais Russell Wilson, Didier, a tellement été mauvais. En fait, il a tellement été mauvais que je pense qu'on s'est dit, bon, OK, on n'ira nulle part, là, on va tenter déjà de le mettre, de l'envoyer dans la fosse au lion là, contre une bonne formation, puis voir ce qu'il peut faire. J'ai hâte de voir le potentiel au sol de Jackson Dart. Ouais, mais une semaine de plus. Attendre une semaine de plus. Donner le premier départ à Dart contre les Saints. Qu'est-ce que ça fait si on perd, là? On perd un match de plus du côté des Chargers. Je te le dis, c'est Brian Daboll qui appuie sur le bouton de panique. En envoyant Dart dans la fosse au lion. Tu viens de dire, les Chargers accordent en moyenne 15 points par match. À moins que Russell, vraiment, là, il est complètement fini, mais je pense pas que ça va être mieux pour Dart. Ben, bref. On va voir. Écoute, ça fait plus de 10 ans qu'on fait n'importe quoi du côté de l'organisation des Giants. Là, on continue dans la même veine. Les calendriers là, pour Jackson Dart dans les prochaines semaines, juste pour vous le mentionner. Chargers en fin de semaine. Ensuite, Saints, OK. Ensuite, Eagles, Broncos, Eagles. Bonne chance. je prends les Chargers pour l'emporter. On va ruiner un jeune carrière. Oui, vraiment. Ouais. Parce qu'en plus, là, je sais, on est supposé d'aller rapidement sur ce match en rafale. Mais, ouais, je sais, mais là, tu m'as fait penser à ça. Parce qu'en plus, si Daboll se fait congédier, là, l'année prochaine, il va y avoir un nouvel entraîneur-chef, puis un nouveau coordonnateur, un nouveau système. Dart va en être à sa 2e année, il va devoir apprendre tout ça. Puis là, il y a rien qui dit que le nouvel entraîneur-chef va vouloir de lui. Là. Peut-être qu'il ne sera pas patient envers lui, je te le dis. Là. Peut-être qu'ils vont juste ruiner sa carrière. Bref, passons à un autre match. Duel entre 2 équipes qui n'ont pas de victoire cette saison. Les Titans, qui sont 0-3, vont affronter les Texans, qui sont 0-3. Houston est favori par 7,5. Donc, on est 0-3. Ça prouve à quel point que les Titans, là, sérieusement, c'est difficile en début de saison. Didier, le Tennessee a accordé en moyenne 146 verges au sol. C'est pour le 30e plus haut. Non, c'est le 30e plus. En tout cas, bon, c'est dur à dire dans ma tête. Au 30e rang. Au 30e rang dans la NFL. Je dis pas que Nick Chubb là, va connaître un grand match, mais on peut peut-être, là, les Texans, avoir un meilleur équilibre dans ce match-là. Moi, je vais le dire d'entrée de jeu, je choisis les Texans pour l'emporter. Moi aussi, mais à reculons. Ouais, vas-y.
Non, non, vas-y, vas-y. Non, on avait une question. Conclue, puis je vais te poser la question ensuite. Excuse-moi. OK. Ben, j'allais dire, moi aussi, je prends un Texan, mais à reculons, parce que les Texans, là, ils me troublent réellement. Là. L'attaque, tu sais, je viens de dire, là, les Giants, est-ce qu'ils vont ruiner Jackson Dart? Est-ce que les Texans sont en train de ruiner CJ Stroud? OK? Parce Ben, que c'est ça. c'est c'est- c'est ça que je me demande. Mais bref, les Titans du Tennessee, là, ça va pas bien, là. Parce que là, du côté des Titans, Brian Callahan, l'entraîneur-chef, c'est lui habituellement qui est sélectionneur de jeu. Mais là, il a annoncé mardi que c'est l'entraîneur adjoint au quart arrière, Bo Hardegree, qui va sélectionner les jeux. Hey, ça va juste être le quatrième match de la carrière de Cam Ward. Puis là, on change de sélectionneur de jeu. Au Tennessee, déjà, les partisans souhaitent qu'on congédie Brian Callahan. Ça va vraiment pas bien. Puis encore une fois, il y a Kevin O'Connell qui a déjà dit il y a plus d'équipes qui ruinent de bons jeunes carrières que de jeunes carrières qui ruinent des équipes. Je pense qu'on a deux exemples, là, possiblement, à New York et au Tennessee. On a reçu d'ailleurs une question de Thomas Frigon là, sur Instagram qui nous demande est-ce que CJ Stroud est un quart de concession ou sa première année était un mirage? Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'on est en train de ruiner CJ Stroud d'une certaine façon, parce qu'on a encore des ennuis en protection. Le talent n'est pas là au sein de la ligne à l'attaque, bien qu'on a remodelé cette ligne à l'attaque-là durant la saison morte. On a changé de coordonnateur, ça fonctionne pas. Puis même, je regardais la section de jeu du nouveau coordonnateur. On se retrouvait à la porte de la zone début, en troisième et quatrième essai. Puis là, on y va par la passe. Bref, ça va vraiment pas bien. On n'aide vraiment pas notre jeune quart du côté de Houston. Donc, moi, je mets pas le blâme sur CJ Stroud. Je m'excuse, là. Il se fait frapper constamment. Moi, je mets pas le blâme sur lui. Alors, non, je crois pas que sa première saison est un mirage, mais depuis, il y a une détérioration au sein de la ligne à l'attaque et même au niveau du coordonnateur. Alors, qu'est-ce que vous voulez que CJ Stroud fasse? Puis on n'a pas d'attaque au sol. Ils ont mis ça sur Nick Chubb. Donc, à reculons, je vais choisir les Texans contre les Titans. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Là. Tant qu'on n'aura pas une ligne à l'attaque, on n'aura pas de réponse à cette question-là. Mettez CJ Stroud derrière la ligne à l'attaque des Eagles ou des Lions. Là. J'aimerais ça voir ce gars-là pourrait accomplir dans la NFL avec une meilleure ligne à l'attaque. Regarde Daniel Bref, Jones. Regarde Daniel Jones. exact. Il a Ouais, une bonne ligne à ouais, c'est un, l'attaque. bon Tu sais, c'est c'est un bon ça exemple. pareil, là. Il y a pas un carrière qui peut se développer en étant tout seul là, s'il n'est pas bien entouré. C'est pas juste sur le terrain, mais également avec le groupe d'entraîneurs aussi. Les Commanders, avec une fiche de 2-1, vont affronter les Falcons qui sont 1-2. On a une question de Samuel Lévesque via Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé aux Falcons pour marquer aucun point? Et je viens à rajouter que c'était pas dans la question, mais c'était contre les Panthers. Le problème sont les coachs ou les joueurs sans CR, trois petits points, mais je vais dire sans balance là, pour les biens du podcast, qui est un podcast là, Mhm. pour tous. Familial. Ouais. Exact. Ben, merci Samuel pour ta question. Ben, j'en ai parlé dans ma réaction excessive au début de l'épisode. J'en reviens pas qu'on se soit fait blanchir contre une des pires défenses de la ligue. Tout le monde doit prendre le blâme. Quant à ce genre de performance-là, les entraîneurs et les joueurs, ça ne peut pas arriver. C'est aussi simple que ça. En plus de ça, le nouveau botteur des Falcons a raté une tentative de botter précision. Ouais. Donc, on aurait pu éviter le jeu blanc. Mais pour répondre à la question de Samuel, tout le monde, absolument tout le monde doit prendre le blâme. Là, on va affronter les Commanders. Je choisis les Commanders pour l'emporter, même si Jaden Daniels n'est pas présent. On enregistre le podcast mercredi matin. On ne sait pas s'il va effectuer un retour au jeu. Mais l'attaque a bien fonctionné avec Marcus Mariota au poste de quart. On a utilisé le jeu au sol. Donc, on va poursuivre ça du côté de Washington, j'ai l'impression. Alors, victoire des Commanders contre les Falcons. Si c'est Marcus Mariota, ce sera un match revanche pour lui là, contre son ancienne équipe, les Falcons. Ça sera à Ah oui, surveiller. c'est vrai. Moi, j'ai Ben ouais. décidé, moi, j'ai décidé d'y aller autrement, de dire je vais prendre les Falcons parce que c'est une question Ah ouais? d'ego, de Ben non. fierté. C'est une question d'ego, de fierté dans la vie. Je pense qu'un Michael Penix, là, toute la semaine, les joueurs des Falcons vont attendre dans les médias, des médias comme nous qui vont se faire ramasser à quel point que c'était impensable. Comment qu'on ne peut pas inscrire de points contre les Panthers. Je pense que les Falcons vont rebondir, vont offrir une bonne performance. Puis j'ai envie de faire différent.
Je pense que les Falcons à domicile, c'est pas une mauvaise équipe, les Falcons sur papier. Je pense qu'on va rebondir contre les Commanders cette semaine. Bah, je peux pas rien Les, dire. Écoute, les Browns ont battu les Packers la semaine dernière. Tout est possible. Rien n'est impossible. les Saints, 0-3, vont affronter les Bills à Buffalo, 3-0. L'écart, là, c'est épouvantable. Les Buffalo est favori par 16,5 au preneur au livre. 16,5 Là, DJ. on va vraiment y aller en rafale. Ouais. On va pas J'ai passer écrit beaucoup de l'une temps des meilleures là-dessus. attaques contre l'une des pires attaques. J'ai choisi les Bills pour l'emporter. Ce ne sera pas cette semaine là, que les Saints vont gagner un premier match. Les Bills, la semaine dernière, ils ont marqué 31 points contre les Dolphins de Miami. Puis, c'est pas une bonne performance de Buffalo. Puis, malgré tout, on a marqué 31 points. Alors, oui, je choisis les Bills. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Contre les Saints. On verra peut-être que Tyler Shark va obtenir le premier départ de sa carrière. Il a obtenu un peu de temps de jeu à la fin de la rencontre la semaine dernière. Mais oui, Buffalo. Oui, Buffalo va gagner. Les Browns à 1 et 2 vont affronter les Lions à Détroit qui sont 2 et 1. Détroit favori par 8,5. Je trouve qu'on a un peu plus de respect là, pour les Browns. Certainement la défense qui est légitime. Et on a une question de Maxime Charbonneau qui nous parle lui, de l'attaque des Browns. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le moment est venu pour remplacer Joe Flacco par une des recrues au poste de cadre côté des Browns? Bonne question. Est-ce que Dylan Gabriel, parce que Dylan Gabriel est le carrière numéro 2 là, ce n'est pas Shedeur Sanders. Alors, est-ce que Dylan Gabriel pourrait mieux faire que qu'est-ce que Flacco fait en ce moment? Ben, je peux pas le défendre, Joe Flacco, présentement, là, parce que l'attaque ne fait pas grand-chose. Puis là, on a une attaque terrestre en plus. Parce que Quinton Judkins a été Ouais. solide contre les Packers de Green Bay. Euh, ben, pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas envoyer un des jeunes? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre du côté des Browns? La défense se joue très bien. Moi, écoute, Flacco va être le partant cette semaine, dépendamment de sa performance. Je serais prêt à faire un changement là, la semaine d'après, parce qu'on ne va pas participer aux éliminatoires. Alors pourquoi pas, peut-être? Donc, oui, Maxime, merci pour ta question, mais je donnerais un ou deux autres départs à Flacco. Puis s'il n'est pas en mesure de mieux jouer, j'enverrai Dylan Gabriel. Je me mettrai en mode évaluation à la position de carrière. Je vais choisir les Lions pour gagner. Écoute, les Lions ont tellement été impressionnants. On a vu beaucoup d'imagination de la part de John Morton à la Ben Johnson. Il y a eu le jeu à l'extérieur suivi d'une option entre Montgomery et Gibbs qui était tout à fait de toute beauté. Mais ce que j'ai aimé des Lions dans leur victoire contre les Ravens, c'est qu'ils ont été l'équipe la plus robuste. Dan Campbell l'avait dit durant la semaine. On s'en va à Baltimore. Les Ravens sont reconnus pour leur robustesse. On doit gagner la bataille de la robustesse. On l'a fait de brillante façon du côté des Lions de Détroit. On a gagné la guerre des tranchées avec notre ligne à attaque et notre ligne défensive. Alors, toute une performance. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil, toutefois, rapidement. On a préparé un tableau sur la défense des Browns de Cleveland pour montrer à quel point cette unité-là joue bien, Marc-André, depuis le début de la saison. Regarde-moi ça, le classement de la défense des Browns. En termes de verges allouées, on est au premier rang. Contre la course, on est premier. Personne n'est capable de courir contre Cleveland depuis le début de la saison. Quatrième contre la passe. Deuxième pour les sacs. Deuxième pour les pressions. Les touchés au sol accordés, on est au deuxième rang. Et on est en première position, Marc-André, pour les plaqués pour perte. Alors, premier pour les plaqués pour perte. Deuxième pour les sacs du quart. On crée des jeux négatifs. Ça rend la vie tellement difficile pour les attaques adverses de se retrouver en deuxième et troisième et long. Jim Schwartz fait un boulot incroyable. Il est coordinateur de la défense des Browns. Je vais juste montrer ça, ces statistiques-là, parce que la défense des Browns, à cause de ça, on va être dans tous les matchs cette année, là où à peu près, parce que cette défense-là, elle est vraiment solide. En fait, elle est dominante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes là, depuis le début de la saison. Et on a un genre de swag également de la défense. Je me souviens, il y a quelques semaines, là, Del Pitt avait mentionné que Derrick Henry était facile à plaquer. Bref, on arrive dans les matchs, là, on a le torse bombé du côté de la défense des Browns. Je n'aille pas voir ça du côté des Browns. Moi aussi, je voulais juste te dire que je suis en accord avec ce que tu as dit. Je pense que chez les Browns, on doit se dire, avoir été un peu plus chanceux lors de la semaine numéro 1, on aurait peut-être une fiche de 2 et 1 en ce moment. Je pense que Joe Flacco Ouais. offre la meilleure chance de gagner aux Browns en attaque, même si je sais que l'attaque est anémique en ce moment. Mais je pense pas. Je pense qu'on est encore dans le coup du côté des Browns avec, à la suite de notre victoire éclatante contre les Packers,
Je pense qu'on croit en nos chances de revenir dans cette division-là. D'autant plus que les Ravens ont une fiche de 1-2. Bref, on est vraiment pas Hmm. loin là, dans cette division-là, que les Steelers, ben, c'est Donc, aussi si je ça par t'entends bien, moment. tu vas prendre les Browns contre les Lions? C'est ça? Tu te diriges vers Non, ça? Ou... non, 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 Ah, ok, non, non, non. ok. Je voulais juste mentionner, on Excuse-moi de n'a pas t'avoir parlé de la. interrompu, mais... Je voulais juste parler de la ligne à l'attaque des Lions, moi, qui m'a franchement impressionné. On a fait du gros boulot là, également contre les Ravens. Je pense que Jared Goff, la dernière fois qu'il était à domicile, 5 passes de toucher à son dernier match. Je pense que les Lions vont l'emporter, même si la défense de Cleveland, là, elle est imperturbable. On n'a pas accordé 250 verges d'attaque à l'adversaire là, cette saison. On a affronté les Ravens, les Bengals, les Packers, trois des meilleures, disons, attaques là, de la NFL. Mais je prends les Lions pour l'emporter cette fois. Si les Browns remportent ce match-là, là, sérieusement, Didier, on va se faire pitcher des roches encore. Écoute, ça veut dire que la défense va avoir joué tout un Ouais. match, là. Tout un match. Mais écoute, Mm. c'est ça. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires sur YouTube. Ouais, ouais. J'oublie qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ah, vous allez de prédiction facile. Vous n'avez pas choisi les Browns pour battre les Packers. Qui a choisi les Browns pour battre les Packers? Absolument personne. Je veux dire, c'est ça la beauté du football professionnel. C'est que c'est imprévisible de semaine en semaine. Ouais. Mais j'ai pas C'est pas. ce commentaire-là, j'ai pas trouvé ça fort, mais Ah, je veux pas trop en parler parce que 99% de nos commentaires que les gens nous laissent sont des commentaires pertinents. Puis on voit avec les questions que les gens nous envoient sont toujours des questions très pertinentes. les gens ont droit à leur opinion. Facile, c'est peut-être pas le mot. J'essaie juste d'avoir raison, d'avoir une prédiction exacte. Puis je pense que, tu sais, si on se fiait aux chiffres, les écarts de points, les preneurs au livre, les Packers avec le début de Ah. saison. Mais oui, Ah. la défense des Browns est légitime, puis on peut peut-être s'ajuster par la suite pour la suite des choses. Mais c'est juste ça que je voulais mentionner. J'essaie d'avoir raison plus que de prendre des prédictions faciles. En tout cas, c'est ma vision de C'est pour l'affaire. s'amuser, les prédictions. C'est pour Exact s'amuser, là. aussi. Et aussi. Les Panthers, avec une fiche de 1 et 2, vont affronter les Patriots, qui sont aussi 1 et 2. Nouvelle-Angleterre est favori par 5,5 au preneur au livre. Et on a un tableau, là, on a préparé un tableau, Didier, sur Mike Vrabel. La fiche de Mike Oui, Vrabel à la barre des Patriots comparatif. et celle de Jerome Mayo. On Oui, va dire OJ oui, Mayo, ça c'est Guillaume un gars de nous la a NBA. préparé ça. Ouais, 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 un ancien joueur de la NBA, je pense même. Mais Ouais. oui, ouais, regarde-moi ça. Mike Vrabel et Gerard Mayo après 3 matchs, après leurs 3 premiers matchs à la barre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Hey, c'est pire du côté de Vrabel en termes de l'indiscipline, qui est Mhm. quelque chose qu'on reprochait à Gerard Mayo l'année dernière. 27 pénalités comparativement à 13 du côté de Mayo après 3 rencontres. 5 revirements, là, dont 5 la semaine dernière contre les Steelers de Pittsburgh. Des fiches identiques. J'ai trouvé ça intéressant de comparer là, ces statistiques-là des deux entraîneurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça commence pas comme je l'anticipais, là, l'ère Mac Vrabel à Foxborough. Effectivement, effectivement. Est-ce que les Panthers vont pouvoir blanchir l'adversaire dans un deuxième match de suite? C'est la grande question, ou pas. Je choisis les Patriots pour l'emporter. Je pense que Drake May là, pourrait connaître un grand match en fin de semaine. Le voyage des Panthers à Foxborough est le remède pour les hommes de Mike Vrabel. Victoire de la Nouvelle-Angleterre. Les Bears, à 1 et 2, vont affronter les Raiders à Vegas, qui sont 1 et 2 également. Chicago est favori à l'étranger par 1,5, donc mais 1,5, c'est pas beaucoup. On ne sait pas trop sur quel pied danser lors de ce match-là. Caleb Williams, Didier, 6 passes de toucher à ses 2 derniers matchs, 505 verges par la passe. Est-ce que ça compte vraiment quand on affronte les Cowboys? C'est la question qu'on peut se poser. Ben, selon Brian Dable, non, ça compte pas. Parce qu'il y a tout au banc Russell Wilson, qui avait très bien joué contre les Cowboys de Dallas. Puis sais-tu quoi? Ça risque d'être un beau match, encore une fois, de la part de Caleb Williams contre les Raiders. La tertiaire des Raiders, elle est atroce. On en avait parlé cet été qu'il y avait un manque de profondeur. Ben là, après 3 matchs, là, c'est vraiment très évident. Alors, je m'attends, oui, un bon match de la part de Caleb Evans, de l'attaque de Caleb Evans, de Caleb Williams et de l'attaque des Bears de Chicago. Écoute, on a fait ce qu'on avait à faire contre Dallas. Je pense que ça va être le même genre de choses contre les Raiders. Mais il y a quelque chose qui m'alarme du côté des Raiders. C'est la performance de la ligne à l'attaque. On a des ennuis en Ouais, c'est une protection gentille, et hein? également à créer des brettes. Écoute ça, Genty, j'ai une statistique pour toi.
La semaine dernière, il a couru 17 fois avec le ballon contre les Commanders. Lors de ces 17 courses, 11 fois, il a soit été arrêté dans le champ arrière ou à la ligne de mêlée. Qu'est-ce que tu veux qu'il Pas de fasse sens. derrière cette Ben mauvaise ligne ouais. à l'attaque-là? Tu sais, c'est pour ça que là, ça semble vraiment avoir été une erreur de repêcher un porteur de ballon au huitième du repêchage. On n'a pas de ligne. On aurait dû repêcher un joueur de ligne à l'attaque du côté des Raiders. Puis là, je ne le dis pas parce que Genty connaît un mauvais début de saison. On en avait parlé à l'époque du repêchage également. On a reçu une question de Gabriel Buisson sur Instagram qui concerne les Bears. Croyez-vous que Ben Johnson sera limité par la qualité de ses joueurs pour établir son cahier de jeu de manière optimale? Non, je ne crois pas, parce que, tu sais, on a remodelé la ligne à attaque durant la saison morte, on a fait des acquisitions et tout. C'est une question de temps. Moi, je vais vraiment évaluer les Bears lors de la deuxième moitié de la saison. Est-ce qu'il va avoir une progression? Là, on a vu, bon, on vient de dire, oui, ça a bien été, mais c'est contre les Cowboys de Dallas. On va affronter une mauvaise défense, encore une fois, cette semaine, celle de Vegas. Mais si on peut être productif comme on l'a été contre les Cowboys, ça va être un pas dans une bonne direction. Au moins, on va être productif lors de 2 matchs consécutifs. Oui, contre des mauvaises défenses, mais quand même, ça va faire du bien à la confiance des joueurs, je crois, et à la confiance de Caleb Williams. Moi, j'attends la deuxième moitié de la saison. Je vais donner du temps à Ben Johnson et aux joueurs également de s'habituer à son système avant de passer un jugement. Puis si je ne l'ai pas dit, je choisis les Bears pour l'emporter à Vegas. Moi, je vais prendre les Raiders pour l'emporter simplement Oh! parce que j'insère là, Geno Smith cette semaine. J'ai perdu Joe Burrow dans un pool. J'ai été chercher Geno Smith pour affronter les Bears. Donc, j'ai vraiment pas plus d'arguments que ça, que je souhaite Hmm. un bon match de Geno Smith. Et qui dit un bon match de Geno Smith, me dit un bon match des Raiders. Je vais prendre les Raiders pour l'emporter à domicile. Euh, Bonne chance. les Jets à, les Jets à 0-3 vont affronter les Dolphins qui sont aussi 0-3. Miami favori par 2,5 à domicile. Le statut de Justin Fields, on dit qu'il pourrait effectuer un retour au jeu du côté des Jets. C'est deux équipes qui n'ont pas obtenu ou qui n'ont pas provoqué de revirement en 3 matchs cette saison, Didier. Moi, personnellement, j'ai pris les Dolphins parce que c'est l'équipe à domicile, mais ce match-là, j'ai pris les Dolphins parce que je pense qu'au final, on a une meilleure équipe, on a une meilleure attaque du moins. Et si on laisse croire que les Jets ont une meilleure défense, ben c'est vraiment pas le cas depuis le début de la saison. Donc j'ai pris les Dolphins pour l'emporter, mais ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre, c'est mon avis. Ouais, c'est décevant les Jets. Hein, avec l'arrivée d'Aaron Glenn, je croyais que la défense allait être mieux que qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Du côté des Dolphins, moi, je pense que Tua est brisé, tout simplement. Là. Peut-être que le remède sera d'affronter l'unité défensive des Jets. Mais la semaine dernière, il a raté une quantité de passes, Marc-André, très imprécis. Ça allait vraiment pas bien. Mais toutefois, le jeu au sol a bien fonctionné. Il y a Ollie Gordon qui amène un élément de robustesse à l'attaque de Miami. J'ai choisi les Jets. Si Justin Fields joue, je choisis les Jets afin de l'emporter, mais je partage le même sentiment que toi envers cette rencontre. Les Bengals à 2-1 vont affronter les Broncos à Denver qui sont 1-2. On a reçu une question de William Gonzalez, un autre habitué du podcast, via courriel. Allô à vous deux. Êtes-vous déçus par le début de saison des Broncos? Merci Didier. On est déçus des Broncos. Ouais, ouais, je suis déçu. Mais encore une fois, tu sais, c'est juste quelques jours. On a perdu sur un botté à la fin de la rencontre contre les Colts d'Indianapolis. Le match a été serré également la semaine dernière contre les Chargers de Los Angeles. Bo Nix, dans les zones profondes, il est légèrement imprécis. Écoute, je pense qu'il y a eu 3 longues passes, là, dont 2 en direction de Marvin Mims. Mims a plongé, puis le ballon lui a touché le bout des doigts. Donc, s'il complète ces passes-là, peut-être que le résultat de la rencontre est différent. Peut-être qu'on n'est pas déçu des Broncos. Ils auraient une fiche de 2 victoires et une défaite. Donc, on est là. Il n'en manque pas beaucoup du côté de Knicks, mais il est juste légèrement imprécis. Puis ça fait vraiment une différence. Donc, oui, je suis quelque peu déçu par le début de la saison des Broncos, surtout que je les ai choisis afin de terminer au premier rang de la division pour détrôner les Chiefs. Donc, on dirait que c'est les Chargers qui vont possiblement terminer en première position. Mais je vais les choisir pour l'emporter, surtout qu'ils vont recevoir les Bengals de Cincinnati. Ça va pas bien pour les Bengals. Alors, victoire des Broncos. Denver est favori par 7,5 au preneur au livre. Les Bengals ont une fiche de 2-1 cette saison, Didier, mais ils ont marqué 58 points et ils en ont accordé 91.
Et Jake Qu'est-ce qu'on avait Browning, dit dans sa... pendant l'été? Qu'est-ce qu'on avait dit, hein? On en avait parlé. Ça se déroule exactement comme on l'avait prévu. Je sais que Burrow n'est pas là, mais peu importe, la défense ne serait pas meilleure s'il était présent. Dans sa carrière, Jake Browning, là, ses meilleurs matchs, ça a été contre les défenses qui étaient vulnérables. Contre les bonnes défenses, c'est lui qui est vulnérable. Ça a été le cas la semaine dernière contre celle des Vikings. Je pense que la défense des Broncos, ce n'est pas le remède pour Jake Browning de connaître un bon match. Je prends les Broncos pour l'emporter. Et pour terminer notre tour d'horizon, Didier, on a une question de Sébastien Lacroix, via courriel, qui nous demande: Allô Didier, d'abord félicitations à toi et à toute l'équipe pour la qualité du podcast à chaque semaine et maintenant plusieurs fois par semaine. Ah, Merci. merci Sébastien. L'an dernier, je t'avais posé la question suivante. Parmi les équipes toujours invaincues après 3 semaines, laquelle crois-tu ne fera pas les éliminatoires cette saison? Tu avais identifié les Seahawks et tu avais eu raison. Bravo Didier. Cette année, je te pose la même question. Quelle équipe ayant une fiche de 3-0, les Bills, les Chargers, les Colts, les Eagles, les Bucks, les Niners, ratera les éliminatoires? Merci d'avance. Alors, merci pour ta question, Sébastien. C'est un bel exercice. Didier, qu'est-ce que tu en penses? Bills, Chargers, Colts, Eagles, Buccaneers, 49ers. Ah, malheureusement, Sébastien, il n'y a pas d'équipe dans ce groupe-là, dans les formations qu'on fiche de 3 victoires, aucune défaite, qui, selon moi, il n'y a pas de formation qui va s'écrouler puis rater les éliminatoires. Il y a peut-être les Niners en raison des blessures, mais là, bon, Marc-André disait qu'il est possible que Brock Purdy effectue un retour au jeu. On verra qu'est-ce qui va arriver. Mais non, je vois pas d'effondrement de la part d'aucune de ces équipes-là. Là. Puis même les Seahawks, l'année dernière, ils n'ont pas participé aux éliminatoires, mais ils ont gagné quand même 10 matchs. Mais quand même, au moins ma prédiction était bonne. Mais non, c'est ça, cette année, je pense que toutes ces équipes-là vont participer aux éliminatoires. Même chose pour moi, j'ai de la misère à figurer. Les Niners, le problème, je pense peut-être que les Rams sont une meilleure formation dans cette division-là, mais le problème des Niners, c'est qu'on a un calendrier très, très facile. On affronte des équipes vraiment plus faibles cette saison, donc je pense qu'on va s'en sortir quand même, blessé ou pas. Mon choix aurait peut-être été les Colts. Est-ce que je pense que les Colts, c'est une équipe de 12 victoires? Je ne pense pas. Sauf que le problème, on est déjà à la traîne, là, côté des Texans, des Titans et des Jaguars là, dans cette division-là. Donc, je pense que les Colts vont finir par s'en sortir. Moi aussi, je pense qu'il y aura aucune équipe. Toutes ces équipes vont participer aux éliminatoires. Mais si j'avais à en choisir une, je pense que je dirais les Niners. Là, parce que les Cards ont une fiche de 2-1. Mais je ne suis pas convaincu que des Cards. Là, je pense que c'était un masque qu'on avait en début de saison, là, nos 2 premières victoires. Mais je dirais les Niners. Ouais. Mais à reculons, encore une fois, là, je pense que toutes ces équipes-là, pour être bien honnête, vont participer aux éliminatoires. Ouais, puis les Cards qui ont perdu James Conner. Conner est tellement un joueur important Ouais, du en côté plus. des Cards. Les Cards ont mené la NFL en 2024, si je me souviens pas, pour le plus grand nombre de courses de plus de 10 verges. Alors là, avec Les l'absence Benson, de baby. Conner, on va voir. Peut-être. Ben, c'est ça, peut-être Trey Benson, là, justement. Là. C'est une occasion pour lui. C'est une occasion pour lui, puis ses propriétaires en termes de fantasy football. Là. Mais écoute, on va jeter un coup d'œil au tableau du classement de notre pool de fantasy football. Alors, 9 et 7 pour moi la semaine dernière. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile. Tu as été 11 et 5 et Guillaume 10 et 6. Puis là, mon Dieu, on a plusieurs co-meneurs. On a quoi? 1, Un 2, 3, 4, quintet. 5. Ben oui, un quintet de co-meneurs avec une brillante fiche. Wow, de 39 et 9. Alors, félicitations, On va messieurs. les nommer, Didier. On a Peut-être qu'il y a une Saint dame Chopper, là-dedans, là. Je ne sais pas qui est Gablam, non. Payan Ouais. 23, Yann San, Polo 61. Hey, Saint Chopper, Gablang, Payan 23, Yann San, on dirait Loco Locas. 39 et 9. Hey, seulement 9 mauvaises Ouais, c'est fort. prédictions depuis le début de la saison. Ben oui, alors, félicitations. Écoute, je pense que je te devançais la semaine dernière, je crois. En tout cas, là, c'est Ouais, vraiment plus le cas c'est terminé. avec ma mauvaise semaine. Ouais, non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est juste la semaine 4 là, qui s'en vient. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Écoute, on a tous pris des Seahawks. Ah, tu vois, là, je suis le seul à avoir pris des Steelers dimanche matin en Irlande. Et je suis le seul à avoir pris les Commanders. Ah, tu vois, là, c'est là que je vais peut-être vous rattraper. Alors, en tout cas, D'accord. on verra qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le Guillaume a pris les classement Lions. de la semaine prochaine. Ouais, ben oui, c'est sûr. Guillaume va prendre les Lions toutes les semaines. C'est son club. C'est correct. Ça partisan des Lions, c'est correct. C'est Il a bon. la loyauté. Mais Exact. écoute, on va se tourner du côté du fantasy football.
Et avant que tu y vas de tes recommandations de ton start and sit-em, en bon langage de fantasy football, ben on a une question de la part de Benoît Réau. Il nous a envoyé ça via Instagram. Merci beaucoup, Benoît. En fait, c'est sa deuxième question qu'il nous a envoyée. Est-ce qu'il faut être en mode panique avec Calvin Ridley pour le fantasy? Faut dire que je suis un gars quand même calme dans la vie. Panique, c'est peut-être fort, mais est-ce qu'on doit soulever des inquiétudes? Je pense que oui, parce que euh, en ce moment, Calvin Ridley, vous ne pouvez pas l'insérer dans votre formation fantasy, mais je vous conseille quand même de le laisser sur votre banc parce qu'on se rend compte que Cam Ward, en fait, c'est la ligne à l'attaque là, des Titans qui est tout simplement exécrable. Mais on se rend compte que Cam Ward, ça va prendre du temps avant qu'il devienne un joueur fantasy dominant, un joueur d'impact, s'il devient un joueur d'impact fantasy. Donc, les succès de Calvin Ridley, veut pas, sont intimement liés aux performances de Cam Ward et pour l'instant, ça ne va pas. Et lorsqu'on a vu que Cam Ward avait besoin de lancer des passes de toucher, ben, on a une chimie là, qui s'est installée avec Elik Ayomanor. Est-ce qu'il faut paniquer? Non. Est-ce que vous pouvez, si vous pouvez garder là, Calvin Ridley et sur votre banc jusqu'à nouvel ordre, ça serait ça mon conseil fantasy pour Calvin Ridley en ce moment. Et je suis propriétaire de Calvin Ridley dans un fantasy où on le repêche, où on insère, ou on a 4 receveurs là, à chaque semaine et c'était mon 4e receveur. J'ai quand même une bonne équipe. Puis là, vous voyez, j'ai fait le changement cette semaine. Là, je vais en mettre un autre. Moi aussi, mais je l'ai laissé sur mon banc. Mais je commence vraiment à être inquiet là, pour Calvin Ridley pour la suite des choses. Alors, qui sait, peut-être que le nouveau sélectionneur de jeu du côté des Titans, ça va permettre, je vais dire, de relancer la saison de Calvin Ridley, mais elle n'a jamais commencé, donc juste de la lancer, sa saison. Bon, allez, on y va avec tes conseils Fantasy Football. Je voulais juste dire pour la suite, là, j'ai mis Jordan Addison comme receveur 4 cette semaine là, dans ma formation. Je pense pas que ça va être super populaire, mais je pense qu'il n'a pas joué depuis le début de la saison. Je pense qu'il pourrait justement créer une étincelle là, même si c'est Carson Wentz qui se propose de corps. J'ai décidé de jouer Jordan Addison au lieu de Calvin Ridley cette semaine. C'est là où j'en suis en ce moment avec Calvin Ridley. Bon, ben, on verra ce que ça va donner. Addison qui sera en action dimanche matin à 9h30 en Irlande avec les Vikings contre les Steelers. Alors, on va y aller avec la position de carrière, Marc-André. Quel est le carrière que tu recommandes d'insérer à tout prix au sein de la formation partante cette semaine? Ce segment est un vote de confiance envers Jordan Love. Ça n'a pas été facile la semaine dernière, quart numéro 25. Lors de la semaine numéro 3 contre les Browns. C'est jamais facile pour les quarts contre les Browns cette saison. C'est une tendance qui commence à se dessiner. Mais la semaine numéro 4, excellent remède. On en a parlé tout le long du podcast contre les Cowboys de Dallas. Dallas, pire défense contre la passe. Caleb Williams, quart numéro 2 au niveau fantasy lors de la semaine numéro 3. Russell Wilson, quart numéro 2 au total lors de la semaine numéro 2. On accorde en moyenne plus de 900 verges par match, la défense des Cowboys, 7 touchés par la passe en 3 matchs. Je pense que c'est une bonne semaine pour Jordan Love pour rebondir et dans le vrai football et au niveau fantasy. Ouais, le remède de tout carrière, la défense des Cowboys. Bon, reste à Dallas. Tu conseilles de clouer au banc Dak Prescott cette semaine? On a été déçus là, par Dak Prescott qui ne s'est pas farci la défense des Bears la semaine dernière, car numéro 26 lors de la semaine numéro 3, c'est une déception. Mais là, ça va pas, rien ne va plus là, du côté des Cowboys. CeeDee Lamb sera absent, il a perdu son receveur numéro 1. On a parlé de Tyler Booker également tout à l'heure. Et lors de la semaine numéro 4, on affronte les Packers qui ont quand même, la défense des Packers a quand même été solide là, contre les Browns. On n'a pas accordé grand-chose aux Browns de Cleveland. 10 sacs du corps en 3 matchs. Green Bay, 11 points alloués en moyenne au quart adverse cette saison. C'est vraiment pas beaucoup. Deuxième plus bas total cette saison. Même avec une défense médiocre qui est celle des Cowboys, je pense pas que le volume là, va être suffisant pour que Dak Prescott ait un impact au niveau fantasy cette semaine. Et encore là, si vous voulez une petite histoire, là, j'ai Dak Prescott dans un pool à 16 équipes. On est énormément dans ce pool-là. Puis j'ai des choix à faire. 16 équipes, il n'y a pas beaucoup de corps arrière. J'ai Bryce Young. Là, je viens d'aller chercher Jackson Dart. J'essaie de me sortir là, de Dak Prescott dans ce pool-là cette semaine. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Si vous voulez m'aider, m'écrire, c'est moi qui demande votre avis cette semaine. Je pense que je vais essayer Bryce Young cette semaine, mais j'en suis pas encore convaincu. Jackson Dart non plus. Bref, j'ai des problèmes comme vous tous, moi aussi. C'est un peu ça que je veux vous dire. Et dans un autre pool, que j'ai perdu Joe Burrow, j'ai Dak Prescott. Et je pense même que je vais essayer de me sortir là, des Packers. Je vais probablement faire jouer Sam Darnold cette semaine contre les Cards qui sont amochés en défense.
Donc, j'en suis un peu comme vous. Là. Je pense que j'essaie d'éviter les Packers cette semaine dans le cas de Dak Prescott, moi aussi. Maintenant, position de porteur de ballon, J.K. Dobbins, dans la défaite des Broncos, il a connu un bon match, puis tu crois que ça va se poursuivre cette semaine. Surtout qu'il va affronter la pitoyable défense des Bengals. 3 top 15 à la position de porteur de ballon pour J.K. Dobbins depuis le début de la saison, au grand détriment, là, aux grandes dames des propriétaires fantasy de R.J. Harvey, si vous voulez mon avis. En moyenne, une quinzaine de points Deux courses fantasy par pour semaine. 2 verges, R.J. Harvey, la semaine dernière, en passant. 2 courses, 2 verges. Ouais. En moyenne, une quinzaine de points fantasy par semaine, et c'était contre les. C'était vraiment impressionnant pour J.K. Dobbins. Il est vraiment utile là, en ce moment au niveau fantasy. Mais numéro 4, évidemment, il affronte la défense des Bengals de Cincinnati. Les Bengals, 331 verges allouées et 3 touchés en 3 matchs à la position de porteur de ballon. Deuxième plus haut total de points alloués aux porteurs adverses, plus de 30 points par match en moyenne. Et si vous voulez, et si vous n'êtes pas convaincu par la défense des Bengals, mais allez regarder les statistiques de Jordan Mason la semaine dernière, 2 touchés, plus de 100 verges au sol. Je pense que J.K. Dobbins est un excellent joueur à insérer dans votre formation cette semaine. David Montgomery, il a connu tout un match lundi soir à Baltimore contre les Ravens. Là, tu ne crois pas que ça va se poursuivre face à l'excellente défense contre la course des Browns de Cleveland? Et c'est incroyable, là. On a peur des Browns. On a peur des Browns, puis c'est un peu ça. David Montgomery, la défense. Simplement, ouais, incroyable. Mon problème, c'est que je pense pas que les Lions vont supporter 2 porteurs de ballon d'impact au niveau fantasy cette semaine. Porteur de ballon numéro 2 au total lors de la semaine numéro 3, ça a été dans le match du lundi soir. Les Ravens, on en a parlé tout le long du podcast. Il n'y avait vraiment pas de réponse là, pour le jeu au sol des Lions. Semaine numéro 4, comme tu l'as dit, on affronte les Browns. Cleveland, 128 verges allouées au sol en 3 semaines au total. 128 verges au sol au total. C'est minime, Didier. Et la semaine dernière, Josh Jacobs, 16 courses, 30 verges, mais par contre, 44 verges par la passe. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être qu'on peut trouver du succès par la passe du côté des Lions. Et par la passe, le porteur de ballon de prédilection, c'est Jahmyr Gibbs. Si j'ai un porteur de ballon à insérer dans ma formation du côté des Lions, c'est Jahmyr Gibbs. Je pense que Jahmyr Gibbs est dans votre formation, peu importe la situation. Cleveland, deuxième plus bas total de verges allouées au porteur adverse cette saison aussi, mais je pense que David Montgomery faudrait ralentir ses ardeurs là, cette semaine dans le cas du porteur de ballon numéro 2 ou du porteur de. Comment lui, c'est Knuckles. C'est Knuckles là, du côté des Lions. Ouais, c'est Knuckles, ouais. Puis Gibbs, c'est Sonic. Étant donné que c'est le plus rapide des deux, Gibbs. Ouais. OK, chez les receveurs de passe, Keenan Allen. Pourtant, on n'est pas en 2017, mais il a un regain de vie là, à son retour avec les Chargers. Receveur numéro 7 depuis le début de la saison, il est dans le top 10 en 3 matchs. Moyenne de 61 verges et un touché lors de ses 3 premiers matchs, Keenan Allen. Vraiment, là, ça s'enligne d'être pour une des belles aubaines là, au niveau fantasy en ce début de saison. Et écoute, on aura l'occasion d'en parler dans un autre débat, là, mais je me questionne maintenant sur l'échiquier des receveurs de passe là, avec les Chargers, au grand détriment, aux grandes dames, encore une fois, des propriétaires de Ladd McConkey, qui est peut-être la 3e cible là, dans l'attaque des Chargers de Los Angeles en ce moment. Keenan Allen, début de saison exceptionnel, et quoi dire également de Quentin Johnston. Semaine numéro 4, on affronte les Giants du côté des Chargers. Giants, deuxième plus haut total de points alloués aux receveurs de passe, plus de 44 par match. Je pense que c'est une autre bonne semaine qui pointe à l'horizon pour Keenan Allen. Keenan Allen, il n'a jamais été un marchand de vitesse. Il est plus lent que jamais, mais il connaît tous les trucs pour se libérer. Alors, c'est cette façon-là qu'il est en mesure d'être productif. Oui, vraiment, là. Travis Hunter des Jaguars de Jacksonville. Bon, on n'en a pas parlé durant l'épisode, lorsqu'on a parlé de la rencontre des Jaguars contre les Niners. Mais tu crois qu'il faut clouer au banc, par contre? En 3 semaines, Travis Hunter dans la NFL, receveur numéro 59, receveur numéro 87 et receveur numéro 78. C'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait ou ce à quoi pourquoi vous avez repêché Travis Hunter si tôt. Il est également de moins en moins ciblé là, par Trevor Lawrence. Il est passé de 8 ballons à 6 ballons à 2 ballons la semaine dernière. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir dans le cas de Travis Hunter. Son sommet de verge de réception est de 33 cette saison. Et lors de la semaine numéro 4, on affronte San Francisco qui a accordé le 6e plus bas total de points aux receveurs adverses cette saison. Je ne dis pas de libérer Travis Hunter,
si vous pouvez le conserver sur votre banc, je le garderai sur mon banc encore une fois. Si vous n'avez vraiment pas le choix, je vous dirais de le libérer, mais c'est vrai. Écoute, Didier, jusqu'à nouvel ordre, là, on ne peut simplement pas faire jouer Travis Hunter en fantasy en ce moment. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Là. On va devoir le voir connaître un bon match avant de le réintégrer au sein de la formation partante. On va aller maintenant en terminant du côté des ailiers rapprochés. Hunter Henry, bon, on a parlé des Patriots, de leurs 5 revirements, mais lui, il a vraiment gagné la confiance de Drake May. Exactement, il a récolté 2 touchés lors de la semaine numéro 3. Elle est rapprochée numéro 2 au total au niveau fantasy. Ciblé au moins 8 fois dans 2 de ses 3 matchs. Hunter Henry semble devenir vraiment, je dirais pas la cible de prédilection, mais l'une des cibles de choix de Drake May. On est à la recherche. Là. Drake May, on distribue le ballon à bon escient dans l'attaque des Patriots. Mais s'il y a une constante, c'est les performances de Hunter Henry, ciblé 21% du temps par Drake May. Il est une excellente police d'assurance pour le quart de deuxième année des Patriots. Lors de la semaine numéro 4, on affronte les Panthers de la Caroline qui vont accorder plus de 15 points à la position d'aller rapprocher. Je pense qu'Hunter Henry va connaître un grand match cette semaine. Et Zach Ertz, des Commanders de Washington, Jaden Daniels, bon, on ne sait pas s'il sera là. Marcus Mariota a connu un bon match, mais malgré tout, tu crois qu'il faudrait garder le vétéran sur le banc si on a une meilleure option? C'est sûr qu'il est dépendant, Zach Ertz, du statut de Jaden Daniels, parce que la semaine dernière, il a été limité à 38 verges contre Vegas dans un festival, dans un match où les Commanders ont marqué quoi, une quarantaine de points. Lors de la semaine numéro 4, on affronte les Falcons. Il dit, on a vraiment déversé notre fiel sur les Falcons tout à l'heure, mais sache qu'ils ont accordé à la position d'ailier rapproché 48 verges au total en 3 semaines. C'est minime. Et lors des 2 dernières semaines, les Falcons, on excelle contre la position d'ailier rapproché. 1 point fantasy par match seulement là, au cours des 2 dernières semaines. Donc, les Falcons sont vraiment excellents contre la position d'ailier rapproché. Je vous conseille de laisser Zach Ertz si vous avez une meilleure option cette semaine au niveau fantasy dans votre formation. Dommage qu'on n'excelle pas contre la position de carrière, la position de porteur de ballon, de receveur. Bon, on arrête les ailiers rapprochés du côté des Falcons. Ouais. Oui. 30 points accordés, hein? 30 contre les Panthers de la Caroline. J'ai hâte de voir la performance des Falcons cette semaine, là, parce que sinon, on a congédié l'entraîneur des receveurs, mais ça va prendre plus que ça. Là. Je pense pas que ça va être ça qui va relancer l'attaque d'Atlanta. Bref. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode. Je te remercie de ta contribution. Pour les gens qui ont écouté le podcast, on espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Je serai de retour dimanche soir, possiblement avec un invité afin de faire le tour des rencontres qui seront présentées en après-midi à travers la NFL. Je vous souhaite de passer une bonne 4e semaine d'activité de la NFL. Et puis, on a hâte de voir le résultat du match des Alouettes, bien sûr, vendredi soir, avec le retour au jeu de Davis Alexander. On se reparle la semaine prochaine.